Je peux prier pour vous, dit la pauvre petite fille, et son cœur se brisa. Xavier Moreau n'aurait jamais imaginé toucher le fond d'une manière aussi brutale. Après 15 ans à bâtir une carrière solide en tant que directeur financier de l'une des plus grandes entreprises de construction de Paris, tout s'effondra en quelques semaines. La dénonciation anonyme d'irrégularité comptable arriva au pire moment possible, alors que l'entreprise traversait une crise de liquidité. Assis sur ce banc de la place de la Concorde, son costume froissé et les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, il tentait de comprendre comment sa vie s'était transformée en cauchemar. C'est alors qu'il sentit une petite présence à ses côtés. Levant le visage, il vit une fillette d'environ 6 ans, aux vêtements usés et rapiécés, mais avec un regard doux et préoccupé. « Monsieur, vous allez bien ?» demanda la fillette d'une voix douce. Xavier essuya rapidement ses larmes, essayant de garder un semblant de dignité devant cet enfant inconnu. Comment expliquer à une petite fille que tout ce pourquoi il avait lutté pendant des années avait été perdu un mardi matin? « Je vais bien, ma petite. Je réfléchis juste à la vie, » répondit-il en forçant un faible sourire. La fillette l'observa quelques secondes avec ses grands yeux expressifs, comme si elle pouvait voir au-delà des mots qu'il avait prononcés. Puis, avec toute la simplicité du monde, elle posa une question qui le prit complètement par surprise. « Je peux prier pour vous ?» Les mots de la fillette frappèrent Xavier comme un coup de poing dans l'estomac. À ce moment-là, quelque chose se brisa définitivement en lui. Ce n'était pas seulement l'orgueil blessé ou la honte de la situation financière, c'était quelque chose de bien plus profond. À 42 ans, un homme qui s'était toujours considéré comme fort et indépendant recevait une offre d'aide d'une enfant qui avait manifestement beaucoup moins de ressources que lui. « Pourquoi veux-tu faire ça ?» demanda Xavier, luttant contre les larmes qui menaçaient de revenir. « Parce que ma grand-mère dit toujours que quand on voit quelqu'un souffrir, il faut aider comme on peut. Et moi, je sais seulement aider en priant, » expliqua la fillette en arrangeant une mèche de cheveux châtains qui s'était échappée de sa queue de cheval mal faite. Xavier regarda autour de la place, observant le mouvement intense des piétons pressés qui passaient sans même remarquer leur présence. Des cadres comme lui marchaient résolument vers leurs engagements, tous impeccablement vêtus et portant leurs porte-documents en cuir. Aucun d'eux ne s'arrêterait pour parler à une enfant des rues ou à un homme visiblement en crise. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il, sincèrement curieux de cette petite âme généreuse. « Anaïs Dubois. »« Et vous ?»« Xavier Moreau. »« Alors, monsieur Xavier, je peux prier pour vous ?» insista-t-elle, tendant sa petite main vers son visage. Xavier hésita un instant. Il avait été élevé dans une famille catholique, mais cela faisait de nombreuses années qu'il ne fréquentait plus une église, ni même ne pensait aux questions spirituelles. Sa vie avait toujours été guidée par la logique, par les chiffres, par les contrats bien négociés. Mais à ce moment de complète vulnérabilité, l'offre sincère de cet enfant toucha une partie de lui qu'il avait oublié qu'elle existait. « Oui, tu peux », répondit-il en fermant les yeux lorsqu'il sentit la petite main chaude de la fillette toucher doucement son visage. Anaïs ferma les yeux elle aussi et commença à murmurer une prière simple, mais chargée de foi, authentique. Ses mots étaient humbles, demandant protection, force et sagesse pour cet homme qu'elle venait de rencontrer. Xavier fut surpris de sentir une paix étrange envahir sa poitrine, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Quand la fillette eut terminé sa prière, ils restèrent quelques minutes en silence. Xavier se sentait différent, comme si un poids lui avait été ôté des épaules, ne serait-ce que temporairement. En regardant Anaïs, il se rendit compte qu'elle aussi semblait différente. Il y avait une maturité dans ses yeux qui ne correspondait pas à son âge, comme si elle avait vu et vécu des choses qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Merci », dit Xavier. Et pour la première fois depuis des semaines, sa voix sonna sincère et non brisée par l'amertume. « De rien, monsieur Xavier. Ici on s'aide, n'est-ce pas ? Où sont tes parents, Anaïs ?» Le visage de la fillette s'attrista légèrement. « Mon papa est parti quand j'étais bébé. Ma maman, elle est partie vivre avec Dieu quand j'avais 4 ans. Maintenant, je vis avec ma grand-mère Geneviève là, près de la cathédrale Notre-Dame. » Xavier sentit son cœur se serrer. Cet enfant avait affronté des pertes qu'il ne pouvait même pas imaginer. Et pourtant, elle était là, offrant du réconfort à un inconnu. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Lui, qui avait toujours tout eu, était consolé par quelqu'un qui n'avait presque rien. « Ta grand-mère doit être inquiète de te voir seule ici », commenta Xavier. « Elle se repose. Grand-mère Geneviève est très fatiguée ces derniers temps, » expliqua Anaïs, sans percevoir l'inquiétude que ces mots causaient à l'homme. « Elle est malade ?» La fillette haussa les épaules avec la même simplicité avec laquelle les enfants gèrent des situations qui dépassent leur compréhension complète. « Elle tousse beaucoup, et parfois elle ne peut pas se lever,
Mais elle dit toujours que Dieu prendra soin de nous. Xavier se sentit encore plus mal en réalisant que pendant qu'il se lamentait d'avoir perdu son luxueux appartement à Neuilly-sur-Seine, cette fillette et sa grand-mère n'avaient probablement même pas un endroit décent pour vivre. Ces problèmes, aussi graves soient-ils, pâlissaient devant leur réalité. « Anaïs, toi et ta grand-mère, vous avez où vivre. Nous avons un petit coin sous l'auvent de la petite épicerie de Monsieur Henri. Il nous laisse y rester parce que grand-mère l'aide parfois à nettoyer le magasin. Quand il pleut beaucoup, nous allons à l'église. Le père Antoine nous laisse toujours. » La simplicité avec laquelle la fillette décrivit sa situation de vulnérabilité fit que Xavier eut honte de ses propres plaintes. Il avait perdu un emploi et une maison, mais il avait encore des ressources pour subvenir à ses besoins pendant quelques mois. Ces deux-là luttaient pour leur survie quotidienne. « Tu as faim, Anaïs ?» Les yeux de la fillette brillèrent un instant, mais elle le dissimula rapidement. « On s'arrange toujours. Dieu envoie toujours quelque chose. » Xavier ne pouvait pas croire à la foi inébranlable de cet enfant. Même au milieu de la privation la plus absolue, elle gardait une confiance qu'il avait complètement perdue dans sa propre vie. « Et si nous allions manger quelque chose ensemble ? Moi, j'avais besoin de compagnie, » suggéra-t-il, surpris par sa propre proposition. Anaïs hésita un instant, comme si elle évaluait si elle pouvait faire confiance à cet homme bien habillé. Après quelques secondes, elle sourit et accepta. « Je peux en emporter un petit morceau pour ma grand-mère ?»« Bien sûr. » Ils marchèrent jusqu'à une brasserie près de la place de la Concorde. Xavier commanda 2 hamburgers et 2 sodas, observant les yeux d'Anaïs s'écarquiller devant la quantité de nourriture. Elle mangea avec éducation, mais avec la hâte évidente de quelqu'un qui ne savait pas quand serait son prochain repas. Pendant le goûter, Xavier se retrouva à poser des questions sur la vie de la fillette, sincèrement intéressé par ses histoires. Anaïs raconta sa routine, les histoires que sa grand-mère lui racontait, les autres habitants de la rue qu'elle connaissait. Son intelligence et sa perspicacité impressionnèrent Xavier. Malgré son jeune âge et les circonstances difficiles, elle démontrait une compréhension de la nature humaine que beaucoup d'adultes ne possédaient pas. « Monsieur Xavier, je peux vous poser une question ?» dit Anaïs en mordillant le dernier morceau de son hamburger. « Bien sûr. Pourquoi pleuriez-vous sur la place de la Concorde ?» Xavier soupira profondément. Comment expliquer à un enfant de 6 ans les complexités d'une enquête corporative ? Licenciement pour faute grave, procédure judiciaire et ruine financière. J'ai perdu mon travail, Anaïs, et avec le travail, j'ai perdu beaucoup d'autres choses importantes, comme ma maison, ma voiture et ma famille aussi. Les yeux d'Anaïs se remplirent de compréhension et de compassion. Votre famille est partie parce que vous avez perdu votre travail ? C'est compliqué. Xavier tenta de simplifier. Parfois, quand les choses deviennent difficiles, les gens montrent qui ils sont vraiment. Ma grand-mère dit toujours que la vraie famille reste unie aussi dans les mauvais moments. S'ils sont partis quand vous aviez le plus besoin d'eux, alors ce n'était pas la vraie famille. La sagesse simple et directe de la fillette frappa Xavier comme une révélation. Il avait passé des semaines à ruminer la trahison de sa femme, qui avait demandé le divorce dès qu'elle avait appris sa situation financière, et celle de ses enfants adolescents qui avaient choisi de rester avec leur mère et répondaient à peine à ses appels. Mais Anaïs avait raison. La vraie famille n'abandonne pas dans les moments difficiles. Tu sais que tu es très intelligente, Anaïs. Grand-mère Geneviève m'apprend beaucoup de choses. Elle dit qu'on apprend plus avec la souffrance qu'avec la joie. Ta grand-mère semble être une personne très sage. Oui, elle l'est. Tu aimerais que je la rencontre ? Xavier hésita. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait, en s'impliquant dans la vie de ces 2 inconnus. Mais il y avait quelque chose dans la pureté d'Anaïs qui l'attirait, une authenticité qu'il ne trouvait plus depuis des années dans ses relations sociales. Si ma visite ne la dérange pas. Grand-mère dit toujours qu'un étranger est quelqu'un qui ne s'est pas présenté. Vous vous êtes déjà présenté, donc vous n'êtes plus un étranger. Ils marchèrent dans les rues du centre historique de Paris jusqu'à une petite galerie entre 2 vieilles boutiques. Dessous, il y avait quelques cartons organisés de manière à créer un petit espace privé. Une femme âgée, aux cheveux complètement blancs et au visage marqué par le temps et les difficultés, était assise sur une des boîtes, en train de recoudre un vêtement. « Grand-mère Geneviève, j'ai amené un ami pour que tu le rencontres », annonça Anaïs en courant embrasser sa grand-mère. La femme leva les yeux et fixa Xavier d'un regard perçant. Il y avait dans ses yeux une dignité qui contrastait complètement avec sa situation de vulnérabilité sociale. Xavier se sentit évalué et étrangement jugé par cette dame qui ne possédait pratiquement rien matériellement, mais émanait une force intérieure impressionnante. « Bon après-midi, madame. Mon nom est Xavier Moreau, dit-il en tendant respectueusement la main.
Geneviève Leclerc, répondit-elle, serrant sa main avec une fermeté surprenante. Anaïs m'a dit qu'elle a rencontré un homme triste sur la place de la Concorde. Apparemment, elle avait raison. Xavier fut surpris par la franchise de la femme. Elle a un cœur très généreux. Elle m'a offert une prière alors qu'elle ne me connaissait même pas. C'est ainsi que je l'ai élevée. Quand on a peu, on apprend à valoriser ce qui compte vraiment, dit Geneviève, commençant une quinte de toux qui la fit se plier en deux. Anaïs courut calmer sa grand-mère en lui frottant le dos avec tendresse. Xavier observa la scène avec une préoccupation croissante. La toux de la femme semblait grave, et il réalisa qu'elle était plus mince qu'il ne serait sain pour quelqu'un de son âge. « Avez-vous vu un médecin pour cette toux ?» demanda Xavier lorsque la quinte passa. Geneviève sourit avec ironie. « Le médecin coûte de l'argent, jeune homme, et l'argent, nous n'en avons pas beaucoup par ici. Mais il existe des centres de santé publique, il en existe. Et j'en ai déjà visité quelques-uns. On m'a donné des médicaments pour la toux qui sont finis depuis 2 semaines. On m'a dit de revenir si ça n'allait pas mieux, mais... » Elle haussa les épaules, comme si les difficultés du système de santé publique n'étaient qu'un obstacle naturel de la vie. Xavier se sentit profondément mal à l'aise avec la situation. Il s'était tellement plaint de ses propres problèmes, mais ces 2 femmes affrontaient des problèmes bien plus graves avec une sérénité qui le faisait rougir. « Je vous ai apporté un goûter, madame », dit Anaïs en sortant la moitié de l'hamburger qu'elle avait gardé d'un sac en plastique. « Merci, ma chérie. Tu as bien mangé ?»« Oui, j'ai mangé, grand-mère. Monsieur Xavier m'a emmené dans une brasserie. » Geneviève regarda Xavier avec une expression mêlant gratitude et méfiance. « C'était très gentil de votre part, monsieur Xavier, mais j'espère que vous ne l'avez pas fait en attendant quelque chose en retour. » La franchise de la question prit Xavier par surprise, mais il comprit l'inquiétude de la grand-mère. Une femme élevant une petite fille dans la rue devait être prudente avec les étrangers qui s'approchaient en offrant des faveurs. « Non, madame, je l'ai fait parce que votre petite fille m'a aidé quand j'en avais besoin. J'ai juste voulu lui rendre sa gentillesse. » Geneviève l'étudia quelques secondes de plus avant de relâcher sa posture défensive. « Asseyez-vous ici, jeune homme. Racontez-moi ce qui vous rend si triste. » Xavier s'assit sur une boîte voisine et commença peu à peu à raconter son histoire. Il parla de l'entreprise de construction où il travaillait, de la dénonciation anonyme qu'il accusait de détournement de fonds, de la façon dont il fut licencié sans possibilité de se défendre, de la procédure judiciaire qui l'attendait, de la femme qui demanda le divorce et emmena les enfants. Geneviève l'écouta en silence, ne faisant que de petits commentaires ou des questions éclaircissantes. Anaïs jouait avec des objets improvisés, mais Xavier remarqua qu'elle aussi prêtait attention à la conversation des adultes. Ces accusations... Non, madame, j'ai toujours été très rigoureux avec la comptabilité. Il y a pu y avoir des irrégularités dans l'entreprise, mais je n'ai jamais participé à quoi que ce soit d'illicite. Et pourquoi pense-t-il que c'est vous ? Parce que j'étais responsable du service financier. S'il y a eu détournement d'argent, la responsabilité était la mienne, même si je n'étais au courant de rien. Je comprends, dit Geneviève en toussant de nouveau. Et il n'y a aucun moyen de prouver votre innocence ? Les documents qui pourraient m'innocenter sont tous dans l'entreprise, et maintenant je n'y ai plus accès. Geneviève resta pensive quelques minutes, observant Xavier avec attention. Vous savez, jeune homme, parfois Dieu permet que nous perdions tout pour découvrir ce qui compte vraiment dans la vie. Avec tout le respect que je vous dois, madame Geneviève, mais c'est facile de dire ça quand on n'a rien à perdre. La réponse sortit plus rude que Xavier ne l'avait voulu, et il le regretta immédiatement. Mais Geneviève ne s'offensa pas, au contraire, elle sourit avec compréhension. « Vous croyez que j'ai toujours vécu comme ça, mon garçon ?» Xavier la regarda avec curiosité. « J'ai été enseignante pendant 30 ans. J'avais ma propre maison, une voiture, une pension décente. J'ai élevé 3 enfants qui ont fait des études universitaires. » La révélation surprit complètement Xavier. Que s'est-il passé? Une fraude financière. J'ai investi toutes mes économies dans une entreprise qui m'a promis de doubler ma pension en 2 ans. J'ai tout perdu. La maison a été saisie pour payer les dettes que j'ai faites en essayant de récupérer l'argent perdu. Et vos enfants? Le visage de Geneviève se durcit légèrement. Mes enfants ont leur propre famille, leurs propres préoccupations. Ils croient que je me suis mise dans cette situation par cupidité, comme ils disent. Quand Anaïs est devenue orpheline et que les services sociaux voulaient la placer dans un foyer, j'ai assumé sa garde. Mes enfants ont pensé que je compliquais encore plus ma situation. Xavier garda le silence, assimilant l'histoire de la femme. Sa situation était à bien des égards pire que la sienne. Elle avait perdu non seulement ses biens matériels, mais aussi le soutien de sa famille. Et elle avait en plus assumé la responsabilité d'élever une petite fille. C'est pourquoi je sais de quoi je parle quand je dis qu'il faut parfois tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment.
continua Geneviève. J'ai perdu ma maison, mon statut social, le respect de mes enfants, mais j'ai gagné cet enfant, qui est la lumière de ma vie, et j'ai appris que la dignité n'a rien à voir avec le compte en banque. Anaïs s'approcha de sa grand-mère et se blottit contre elle, comme si elle sentait que la conversation touchait des blessures profondes. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. En continuant. Ta grand-mère a raison, Anaïs. C'est une femme très courageuse, dit Xavier en regardant la fillette. Je sais, c'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Même quand on n'a pas à manger, grand-mère s'arrange toujours. Et comment faites-vous pour survivre? Demanda Xavier, sincèrement curieux de la logistique de la vie dans la rue. Je fais quelques petits boulots par-ci par-là, expliqua Geneviève. Je nettoie quelques magasins, j'aide dans certaines maisons quand ils ont besoin d'une femme de ménage supplémentaire. Anaïs obtient parfois quelques pièces en aidant les gens avec leurs sacs de courses. Mais tu devrais être à l'école, pas travailler, dit Xavier à Anaïs. Je veux aller à l'école, s'exclama la fillette, les yeux brillants. Mais nous n'avons pas d'adresse fixe, alors c'est difficile de s'inscrire. Xavier se rappela comment il s'était plaint que ses propres enfants ne valorisaient pas l'éducation privée coûteuse qu'il leur offrait. Voici une fillette qui rêvait d'avoir accès à ce que ses enfants considéraient comme un fardeau. Et toi, Anaïs, n'as-tu pas peur de vivre comme ça? La fillette réfléchit quelques secondes avant de répondre. Parfois oui, surtout quand grand-mère est très malade et que je ne sais pas quoi faire. Mais ensuite, je me souviens que Dieu a toujours pris soin de nous jusqu'à présent, alors il continuera à le faire. Xavier fut impressionné par la maturité de la réponse. Cette fillette de 6 ans avait une foi plus solide que la plupart des adultes qu'il connaissait. Avez-vous toujours été religieuse, Geneviève? J'ai toujours été catholique, mais je confesse que ma foi a été mise à l'épreuve lorsque j'ai tout perdu. Je me suis même fâché contre Dieu, pensant qu'il m'avait abandonné. Mais après qu'Anaïs soit entrée dans ma vie, j'ai compris que parfois Dieu nous permet de traverser des difficultés pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus grand. Comme quoi? Comme prendre soin de cet enfant spécial qu'il a mis dans ma vie. Xavier regarda Anaïs, qui était en train d'organiser des objets dans une petite boîte. Il y avait vraiment quelque chose de spécial chez cette fillette, une luminosité qui contrastait avec l'environnement sombre dans lequel elle vivait. Le soleil commençait à se coucher, et Xavier réalisa qu'il avait passé tout l'après-midi à converser avec ces 2 femmes extraordinaires. Pour la première fois depuis des semaines, il n'avait pas pensé à ses propres problèmes pendant plusieurs heures. « Je dois y aller », dit-il en se levant, « mais je peux revenir demain. J'aimerais continuer notre conversation. »« Bien sûr, monsieur Xavier, nous sommes toujours là, » répondit Geneviève en souriant. « Vous allez vraiment revenir ?» demanda Anaïs avec une lueur d'espoir prudente dans les yeux. « Oui, je reviendrai, je te le promets. » Xavier rentra à la petite chambre de l'hôtel Bon Marché, où il séjournait depuis qu'il avait perdu son appartement. C'était un endroit simple et négligé, mais après avoir vu où vivaient Geneviève et Anaïs, il se sentit presque honteux de s'être plaint de son logement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, Xavier réussit à dormir sans être tourmenté par des cauchemars sur sa situation. Il avait trouvé quelque chose d'inattendu, de la perspective. Ses problèmes n'avaient pas disparu, mais il avait rencontré des personnes qui affrontaient des défis encore plus grands avec une dignité qui l'inspirait. Le lendemain, Xavier se réveilla avec une sensation différente. Ce n'était pas exactement de l'optimisme, mais ce n'était pas non plus le désespoir qui l'accompagnait chaque matin. Il se prépara avec plus de soin que les jours précédents et se dirigea vers l'endroit où il avait laissé Geneviève et Anaïs. Elles étaient là, mais la situation était différente. Geneviève était allongée sur des couvertures, clairement affaiblie, tandis qu'Anaïs était assise à ses côtés, une expression inquiète sur son petit visage. « Que s'est-il passé ?» demanda Xavier en courant s'agenouiller à leur côté. « Grand-mère s'est sentie mal pendant la nuit. Elle n'arrête pas de tousser et elle a beaucoup de fièvre, » expliqua Anaïs en prenant la main de sa grand-mère. Xavier toucha le front de Geneviève et fut alarmé par la température. « Elle a besoin d'un médecin d'urgence. »« Je sais, » dit Anaïs, les larmes aux yeux, « mais elle ne veut pas aller à l'hôpital. Elle dit qu'elle n'a pas d'argent pour payer et ne veut pas être endettée. » Xavier regarda la fillette puis Geneviève qui était semi-inconsciente. À ce moment-là, il prit une décision qui allait tout changer. « Geneviève, nous allons à l'hôpital tout de suite et je payerai toutes les dépenses. »« Non, je ne peux pas accepter, » murmura Geneviève avec difficulté. « Si, vous pouvez. Vous et Anaïs m'avez aidé hier plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, c'est à mon tour de vous aider. » Xavier appela un taxi et aida Geneviève à se lever. Anaïs rassembla rapidement les quelques affaires qu'elle possédait
et tous trois se dirigèrent vers la salle d'urgence la plus proche. À l'hôpital, Xavier utilisa sa carte de crédit pour payer la consultation médicale et les examens demandés par le médecin. Pendant qu'ils attendaient les résultats, Anaïs resta collée à lui, clairement effrayée par l'ambiance hospitalière et par l'état de sa grand-mère. « Elle va bien aller ?» demanda la fillette, regardant Xavier avec la confiance qu'il aurait toutes les réponses. « Les médecins vont bien s'occuper d'elle », répondit Xavier en passant son bras autour des épaules de la fillette. Il fut surpris de la naturalité de ce geste. Le médecin les appela finalement pour leur donner le diagnostic. « Madame Leclerc a une pneumonie. C'est un cas sérieux qui nécessite une hospitalisation et un traitement antibiotique. Si vous aviez tardé quelques heures de plus à l'amener, la situation aurait pu se compliquer beaucoup. » Xavier sentit un frisson en pensant à ce qui aurait pu se passer s'il n'était pas apparu ce matin-là. « Combien de temps devra-t-elle rester hospitalisée ?» demanda-t-il. « Au moins une semaine, peut être plus, selon sa réponse au traitement. » Anaïs commença à pleurer doucement. « Où vais-je rester pendant que grand-mère est ici ?» Xavier regarda la fillette et prit une fois de plus une décision impulsive. « Tu vas rester avec moi. »« Xavier, tu n'as pas besoin, » commença à dire Geneviève, mais il l'interrompit. « Si, j'ai besoin. Vous êtes devenue importante pour moi, et je ne laisserai pas Anaïs seule dans la rue pendant que vous vous rétablissez. » Geneviève le regarda avec gratitude et inquiétude mêlées. « Êtes-vous sûr? S'occuper d'un enfant n'est pas facile, surtout un que vous connaissez à peine. Je suis sûr. Et en plus, j'ai 2 enfants. Je sais m'occuper des enfants. » Ce que Xavier ne mentionna pas, c'est que ses propres enfants, adolescents gâtés, lui parlaient à peine même lorsqu'ils vivaient sous le même toit. Anaïs, malgré ses 6 ans, était plus mature et facile à vivre que ses propres enfants. Après que Geneviève fut hospitalisée, Xavier et Anaïs retournèrent à l'hôtel Bon Marché où ils séjournaient. Le propriétaire de l'établissement n'apprécia pas beaucoup l'idée d'avoir une enfant dans la chambre, mais Xavier réussit à le convaincre en payant un supplément. La chambre était petite, avec un seul lit, une table et une chaise. Xavier improvisa un lit pour Anaïs en utilisant des oreillers et des couvertures sur le sol. « Pardon de ne pas avoir un meilleur endroit pour toi, » dit Xavier, se sentant gêné par les conditions précaires. « C'est mieux que la galerie, » répondit Anaïs en souriant. « Et au moins ici, il ne pleut pas. » La simplicité de la fillette à trouver des aspects positifs dans n'importe quelle situation continuait d'impressionner Xavier. Les jours suivants, Xavier découvrit une routine complètement nouvelle. Il se réveillait tôt. Il emmenait Anaïs visiter Geneviève à l'hôpital. Après, ils passaient le reste de la journée ensemble à explorer la ville ou simplement à discuter. Xavier fut étonné de l'intelligence de la fillette. Bien qu'elle n'ait pas été régulièrement à l'école, elle savait lire quelques mots que Geneviève lui avait appris. Elle avait des notions de base en mathématiques et possédait une connaissance impressionnante de la nature humaine acquise par l'observation des gens dans les rues. « Anaïs, tu aimerais apprendre à mieux lire ?» demanda Xavier un après-midi alors qu'ils étaient assis sur une place. « J'adorerais. Grand-mère dit toujours qu'étudier est la seule chose que personne ne peut nous enlever. » Xavier ressentit un pincement de culpabilité en se souvenant comment ses propres enfants méprisaient les opportunités éducatives qu'il leur avait toujours offertes. « Et si je t'apprenais à lire et à écrire pendant que ta grand-mère est à l'hôpital ?» Les yeux d'Anaïs brillèrent de joie. « Tu ferais ça pour moi ?»« Bien sûr que oui. » Et ainsi Xavier se retrouva dans la position inhabituelle d'être enseignant. Tous les matins, après avoir visité Geneviève, ils allaient dans un parc voisin où Xavier enseignait à Anaïs en utilisant des livres pour enfants qu'il avait achetés dans une librairie d'occasion et des cahiers simples. La fillette se révéla être une élève exceptionnelle. Elle absorbait tout rapidement et en demandait toujours plus. Xavier réalisa qu'enseigner à Anaïs lui procurait une satisfaction qu'il n'avait pas ressentie depuis des années dans ses activités professionnelles. Au cours de l'une de ses classes improvisées, Anaïs posa une question qui prit Xavier complètement par surprise. « Monsieur Xavier, vous avez des enfants ?» Xavier hésita. Il avait mentionné qu'il avait des enfants mais n'avait pas donné de détails sur la relation compliquée qu'il entretenait avec eux. « Oui, j'ai 2 enfants adolescents. Et où sont-ils ? Ils vivent avec leur mère. Ils ne vous aiment pas ?» La question directe de la fillette le désarma complètement. « C'est compliqué, Anaïs. Quand les gens grandissent, parfois ils s'éloignent de leurs parents. Mais moi, je ne veux jamais m'éloigner de grand-mère Geneviève. C'est la personne la plus importante de ma vie. » Xavier sentit un nœud dans sa gorge. La loyauté inébranlable d'Anaïs envers sa grand-mère contrastait douloureusement avec la froideur que ses propres enfants lui témoignaient. « Pourquoi croyez-vous que vos enfants se sont éloignés ?» continua Anaïs avec la curiosité naturelle des enfants.
Xavier garda le silence pendant quelques minutes, réfléchissant à la question. Pour la première fois, il tenta d'analyser honnêtement sa relation avec ses enfants. Je crois que j'étais toujours très occupé par le travail. J'ai raté de nombreux moments importants de leur vie. Et, maintenant que vous ne travaillez plus, vous ne pouvez pas passer plus de temps avec eux? Ils ne veulent pas passer de temps avec moi, admit Xavier, ressentant une douleur familière dans sa poitrine. Peut-être qu'ils sont fâchés parce que vous êtes resté longtemps loin. Grand-mère dit toujours que parfois les gens font la tête quand ils sont tristes à l'intérieur. Xavier regarda Anaïs avec admiration. Comment une fillette de 6 ans pouvait-elle avoir autant de sagesse sur les relations humaines? Tu as peut-être raison, dit-il. Peut-être devrais-je essayer de leur parler. Je crois que oui. Si ce sont vos vrais enfants, ils voudront aussi vous parler. Cette nuit-là, Xavier resta éveillé, pensant à la conversation avec Anaïs. Ces derniers jours, en vivant avec une enfant qui lui témoignait tant d'affection et d'admiration, il avait commencé à se demander si le problème avec ses propres enfants ne venait pas aussi de la manière dont il se rapportait à eux. Le lendemain matin, avant d'aller à l'hôpital, Xavier décida d'appeler ses enfants. Cela faisait plus de 2 semaines qu'il ne leur avait pas parlé, et les dernières conversations s'étaient terminées en dispute sur l'argent et les responsabilités. « Bonjour Alexandre, c'est papa. »« Bonjour papa, tout va bien ?» La voix du fils sonnait distante et formelle. « Tout va bien. Comment vas-tu? Et ta sœur? »« Nous allons bien. Maman a dit que tu vivais maintenant dans un hôtel bon marché. » Xavier sentit la critique implicite dans l'affirmation. « C'est vrai, mais c'est temporaire. Je voulais savoir si vous aimeriez déjeuner avec moi samedi. Cela fait longtemps que nous n'avons pas bien parlé. Papa, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Maman a dit de ne pas nous impliquer dans tes problèmes. » La réponse fit plus mal que Xavier ne l'avait espéré. « Alexandre, je ne veux pas vous impliquer dans mes problèmes. Je veux juste passer du temps avec mes enfants. C'est que la situation est compliquée, papa. Maman est nerveuse avec toute cette affaire de procédure judiciaire. »« Je comprends, » interrompit Xavier en essayant de garder une voix ferme. « Si vous changez d'avis, appelez-moi. » Xavier raccrocha le téléphone, le cœur serré. La froideur du fils confirmait ses pires craintes sur la rapidité avec laquelle la famille s'était désintégrée face aux difficultés. Anaïs remarqua qu'il était abattu lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital. « Il s'est passé quelque chose, monsieur Xavier? J'ai parlé avec mes enfants ce matin. Ils ne veulent pas me voir. » Anaïs resta pensive quelques secondes. « Vous savez, parfois quand grand-mère se fâche contre moi pour quelque chose, je dois insister plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle me pardonne. Peut-être que vos enfants ont juste besoin de temps pour ne plus être fâchés. Peut-être que tu as raison. Et en attendant, vous m'avez, moi et grand-mère Geneviève. Nous vous aimons beaucoup. » Xavier sourit pour la première fois ce matin-là. La simplicité avec laquelle Anaïs offrait son affection était un baume pour son âme blessée. À l'hôpital, ils trouvèrent Geneviève beaucoup mieux. La fièvre avait baissé, la toux était moins intense, et elle pouvait déjà s'asseoir sur son lit pour discuter. « Vous prenez bien soin d'Anaïs ?» lui demanda-t-elle dès qu'ils entrèrent dans la chambre. « J'essaye. C'est elle qui m'apprend plus de choses que je ne lui en apprends. » Geneviève sourit. « Cet enfant a un don spécial pour toucher les gens. Cela a toujours été ainsi. »« Grand-mère, monsieur Xavier m'apprend à lire. Regardez !» s'exclama Anaïs, en sortant un carnet de son sac et en montrant les mots qu'elle avait écrits. Geneviève examina le carnet attentivement, et Xavier vit des larmes se former dans les yeux de la femme. « C'est très bien, ma chérie. Tu as toujours été intelligente. Et monsieur Xavier a dit que quand je sortirai de l'hôpital, il pourra continuer à m'enseigner. » Geneviève regarda Xavier avec une expression indéchiffrable. « Xavier, puis-je vous parler en privé 1 minute ?» Anaïs sortit dans le couloir, et Geneviève fit signe à Xavier de s'approcher du lit. « Je dois vous dire quelque chose et je veux que vous soyez très honnête avec moi. »« Bien sûr, Geneviève. Pourquoi faites-vous tout ça? Payer mon hospitalisation, prendre soin d'Anaïs, lui apprendre à lire, qu'est-ce que vous voulez en retour ?» Xavier comprit l'inquiétude de la femme. Il était naturel qu'elle se méfie des intentions d'un étranger qui apparaissait en offrant de l'aide. « Geneviève, je sais que cela peut sembler étrange, mais je ne veux rien en retour. Vous êtes apparue dans ma vie à un moment où j'étais perdu. Anaïs m'a offert quelque chose que je n'avais pas reçu depuis longtemps, une compassion sincère. Et vous m'avez montré qu'il est possible d'affronter l'adversité avec dignité. Vous n'essayez pas de vous sentir mieux avec vos propres problèmes en faisant la charité avec nous? » La question était directe et déconcertante. « Peut-être que ça a commencé comme ça, » admit Xavier. « Mais maintenant c'est différent. Vous deux comptez vraiment pour moi. » Geneviève l'étudia en silence pendant quelques minutes. « Vous devez comprendre, Xavier.
que je ne peux pas permettre à Anaïs de s'attacher à vous si vous allez disparaître de sa vie une fois vos problèmes résolus. Je ne vais pas disparaître. Comment pouvez-vous en être sûr? Xavier pensa à la question. Comment pourrait-il garantir quelque chose sur l'avenir alors que sa propre vie était si incertaine? Je ne peux pas avoir une certitude absolue sur l'avenir, Geneviève, mais je peux vous garantir que je ne vous abandonnerai pas. Vous êtes devenu de la famille pour moi. Geneviève continua d'observer Xavier comme si elle essayait de voir son âme. Ma petite fille s'attache beaucoup à vous. Elle parle de vous toute la journée quand elle me rend visite. Si vous la décevez, vous lui briserez le cœur. Je comprends votre inquiétude et je promets de ne pas décevoir Anaïs. Et si votre situation financière se résout, si vous trouvez un autre travail, récupérez votre maison, vous réconciliez avec votre famille, y aura-t-il encore de la place pour 2 pauvres femmes dans votre vie? La question toucha Xavier au cœur de ses propres insécurités. Tiendrait-il réellement son engagement envers elle si sa vie revenait à la normale? Geneviève, ces jours passés à prendre soin d'Anaïs ont été les meilleurs que j'ai eus depuis longtemps. Elle m'a appris plus sur ce qui compte vraiment dans la vie que des années de thérapie n'auraient pu le faire. Même si ma situation s'améliore, je ne veux pas perdre cela. Vous parlez joliment, Xavier, mais j'ai déjà vu beaucoup de personnes bien intentionnées disparaître lorsque leurs propres vies se sont compliquées. Je comprends votre méfiance, mais pourquoi ne pas me donner une chance de prouver que je suis différent? Geneviève soupira profondément. D'accord, mais si vous blessez cet enfant, vous devrez faire face à moi. Xavier sourit. Bien qu'affaiblie par la maladie, Geneviève rayonnait une force protectrice impressionnante. Je ne la blesserai pas. Ça, je peux le promettre. Anaïs revint dans la chambre, percevant immédiatement le changement dans l'ambiance de la conversation. Vous parliez de moi? Nous parlions de ton avenir, ma chérie, dit Geneviève. Xavier continuera à t'apprendre à lire et à écrire. C'est vrai, monsieur Xavier? C'est vrai, Anaïs. Nous allons faire de toi une enfant très studieuse. Les jours suivants se déroulèrent dans une routine agréable. Xavier se réveillait tôt, préparait un simple café pour lui et Anaïs. Il rendait visite à Geneviève à l'hôpital, puis passait l'après-midi à étudier et à explorer la ville. Xavier était surpris à quel point il aimait la compagnie de la fillette. Elle était curieuse, surtout posait des questions intelligentes et avait une perspective unique sur la vie qui le faisait constamment réfléchir à ses propres croyances et valeurs. Lors de l'une de leurs promenades dans le centre-ville, ils passèrent devant le bâtiment où Xavier travaillait auparavant. Il s'arrêta quelques minutes, observant le mouvement des gens qui entraient et sortaient. « C'est là que vous travaillez ?» demanda Anaïs en suivant son regard. « Oui, pendant 15 ans, j'entrais et sortais de ce bâtiment tous les jours. Ça vous manque ?» Xavier réfléchit à la question. Il lui manquait la sécurité financière, le statut social, le sentiment d'être important, mais le travail en soi, les réunions interminables, la pression constante, les jeux politiques corporatifs. Certaines choses me manquent, mais d'autres non. Comme quoi? J'aimerais avoir de l'argent pour acheter ce que je voulais, mais le stress et la pression ne me manquent pas. Et qu'est-ce que vous aimiez le plus faire là-bas? Xavier réfléchit à la question. Qu'est-ce qu'il aimait vraiment faire au travail? Je crois que j'aimais résoudre des problèmes, trouver des solutions à des situations compliquées, comme les problèmes de mathématiques que vous m'apprenez. Xavier sourit à la comparaison. Plus ou moins, mais les problèmes de l'entreprise étaient plus compliqués et impliquaient des personnes et de l'argent. Et vous étiez bon à ça? Oui, je l'étais. Très bon. Alors vous trouverez un autre travail pareil. La confiance simple d'Anaïs émut Xavier. Elle ne voyait pas sa situation comme une fin, mais comme un nouveau départ. J'espère que tu as raison. Je l'ai. Grand-mère dit toujours qu'une personne bonne et travailleuse trouve toujours le moyen de s'en sortir. Ils continuèrent à marcher, mais Xavier resta pensif aux mots de la fillette. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être qu'il était tellement concentré sur ce qu'il avait perdu qu'il ne voyait pas les possibilités de recommencer. Cette nuit-là, Xavier décida de faire quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des semaines. Mettre à jour son CV et chercher des opportunités d'emploi en ligne. Anaïs s'assit à ses côtés à table, faisant semblant de faire ses propres devoirs pendant qu'il travaillait. « Qu'est-ce que vous écrivez ?» demanda-t-elle en regardant l'écran de l'ordinateur portable. « Je raconte mon ancien travail pour essayer de trouver un nouvel emploi. »« Et vous allez parler du problème que vous avez eu ?» Xavier arrêta de taper. Comment expliquer lors d'un entretien d'embauche qu'il avait été licencié pour suspicion de corruption sans avoir l'air d'un criminel? Je ne sais pas comment je vais expliquer ça, Anaïs. Les gens pourraient ne pas croire ma version. Mais vous avez dit que vous êtes innocent, n'est-ce pas? Je l'ai dit. Alors vous avez juste besoin de trouver des gens qui croient en vous. Une fois de plus, la simplicité de la fillette alla droit au but.
Xavier avait besoin de cesser de se voir comme une victime et de commencer à chercher des personnes prêtes à donner une chance à quelqu'un qui était honnête sur ses problèmes. Le lendemain, Xavier reçut un appel inattendu. C'était Richard, un ancien collègue de l'entreprise qui avait été transféré dans une autre succursale quelques mois avant la crise. « Xavier, j'ai appris ce qui s'est passé. Comment vas-tu ? » « Je survis, Richard. Et toi ? » « Bien, je travaille dans un nouveau cabinet de conseil ici à Lyon. Écoute, je ne sais pas si tu cherches du travail, mais ici, ils ont besoin de quelqu'un avec ton expérience. » Xavier sentit son cœur s'accélérer. « Sérieusement ? » ?»« Oui, sérieusement. Ce n'est pas la même chose que ce que tu avais avant. Le salaire est moins élevé, mais c'est un travail honnête, et ils sont prêts à écouter ta version des faits. Richard, je ne sais même pas comment te remercier. Tu as toujours été un homme intègre, Xavier. Je n'ai jamais cru ces accusations. Si tu veux, je peux organiser une conversation informelle avec le directeur de l'entreprise ici. » Après avoir raccroché, Xavier resta quelques minutes à assimiler l'information. Une véritable opportunité d'emploi était apparue, mais cela signifiait un changement radical. Il devrait déménager à Lyon, loin de Paris. Anaïs remarqua son agitation. « Il s'est passé quelque chose de bien ? Un ami m'a offert un travail, mais ce serait dans une autre ville. » Le visage de la fillette se transforma immédiatement. « Vous allez partir ?» Xavier vit la peur dans ses yeux et sentit une douleur dans sa poitrine. « Je ne sais pas, Anaïs. J'ai encore besoin de connaître plus de détails, mais si vous partez, qui va m'apprendre à lire ?» Xavier s'agenouilla devant la fillette et prit ses petites mains. « Anaïs, si j'accepte ce travail, je t'emmènerai, toi et ta grand-mère, avec moi. Je te le promets. » « Vous le promettez vraiment ? » ?»« Je le promets. Nous sommes une famille maintenant, tu te souviens ? La famille ne se sépare pas. » Les yeux de la fillette se remplirent de larmes de soulagement. « J'ai eu si peur que vous partiez et que vous m'oubliez. »« Je ne t'oublierai jamais, Anaïs, tu as changé ma vie. » Xavier serra la fillette dans ses bras, ressentant une émotion profonde. À ce moment-là, il réalisa que sa priorité avait complètement changé. Il ne s'agissait plus seulement de trouver un travail pour reconstruire sa propre vie, mais d'assurer un avenir meilleur à ces deux femmes qui étaient devenues sa famille. À l'hôpital, Xavier raconta à Geneviève l'opportunité d'emploi. Elle l'écouta en silence, mais il remarqua de l'inquiétude dans son expression. « C'est une bonne opportunité, » dit-elle lorsqu'il eut fini d'expliquer. « Mais Lyon est loin d'ici, et nous n'avons pas d'argent pour un tel déménagement. Geneviève, je l'ai dit à Anaïs, et maintenant je vous le dis à vous. Si je pars, vous venez avec moi. Je prendrai en charge tous les frais de déménagement. Xavier, vous me connaissez à peine depuis 2 semaines. Pourquoi feriez-vous une chose pareille ? Parce que vous êtes ma famille maintenant, et parce que je ne peux pas imaginer mon avenir sans vous deux. » Geneviève garda le silence pendant longtemps, clairement émue. « Êtes-vous sûr que c'est ce que vous voulez ? J'en suis absolument certain. Et si ce travail ne fonctionne pas, si vous regrettez de vous être lié avec 2 bouches à nourrir, Geneviève, j'ai passé 15 ans de ma vie à bâtir une carrière et à accumuler des biens matériels. Au final, quand tout s'est effondré, j'ai découvert que je n'avais rien qui comptait vraiment, ni famille, ni vrais amis, ni but. Vous deux m'avez rendu tout ça. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant. » En continuant, Geneviève essuya les larmes qui commençaient à couler sur son visage. « Vous êtes un homme bon, Xavier. Anaïs a eu de la chance de vous trouver. J'ai été le chanceux de vous trouver. » L'entretien d'embauche fut programmé pour la semaine suivante. Xavier voyagea à Lyon un jeudi matin, laissant Anaïs avec une voisine de confiance de l'hôtel Bon Marché. L'entreprise était dans un petit bâtiment commercial très différent du gratte-ciel en verre où il travaillait auparavant. Richard le reçut dans le hall avec un sourire chaleureux. « Xavier, quel plaisir de te voir, mon ami. Comment vas-tu ? Mieux que ce à quoi je m'attendais, étant donné les circonstances. Excellente. Viens, je vais te présenter Arthur, le directeur de l'entreprise. » Arthur Olivier était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux poivre et sel, avec une poignée de main ferme. Il le conduisit à son bureau pour une conversation informelle. « Richard m'a parlé de ta situation, Xavier. Je veux entendre ta version des faits. » Xavier inspira profondément et raconta toute l'histoire. Les irrégularités découvertes dans l'entreprise, son licenciement, les accusations qu'il ne parvenait pas à prouver fausses, sa situation financière actuelle. Arthur l'écouta sans interruption, ne posant que quelques questions pour clarifier. « Xavier, je vais être direct avec toi.
La situation n'est pas idéale, mais Richard m'a assuré que tu es un professionnel intègre et notre entreprise valorise davantage le caractère de la personne que son historique sans problème. Je comprends votre préoccupation, Arthur. Si vous le souhaitez, je peux travailler pour une période d'essai avec un salaire réduit pour prouver ma compétence et mon honnêteté. Ce ne sera pas nécessaire. Si Richard te fait confiance, je te fais confiance aussi. Le salaire est de 3 000 € par mois pour commencer, avec révision dans 6 mois. Accepteriez-vous de commencer lundi? Xavier n'en croyait presque pas ses oreilles. Non seulement il avait trouvé un travail, mais il serait bien traité et respecté. Oui, j'accepte, Arthur. Merci beaucoup pour cette opportunité. Excellente. Richard peut t'aider avec la relocalisation si tu en as besoin. Dans le bus de retour à Paris, Xavier appela Anaïs. Elle attendait impatiemment des nouvelles à l'hôtel Bon Marché. Alors, monsieur Xavier, vous avez eu le travail? Oui, je l'ai eu, Anaïs. Et tu sais ce que ça veut dire? Qu'on va à Lyon. Exactement. Nous allons commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Oh, cria la fillette de l'autre bout du fil. Je peux le dire à grand-mère? Tu peux lui dire et dis-lui que nous quitterons l'hôpital directement pour notre nouvelle maison. Quand Xavier arriva à Paris, il courut à l'hôpital pour annoncer la nouvelle personnellement à Geneviève. Elle allait beaucoup mieux, prête à sortir le lendemain. Vous avez eu le travail? Demanda-t-elle dès qu'elle le vit entrer dans la chambre. Je l'ai eu et j'organise déjà notre déménagement. Notre déménagement? Notre, Geneviève, toi, moi et Anaïs, sommes une famille, tu te souviens? Xavier passa les jours suivants à s'occuper de tous les détails du déménagement. Il loua un petit appartement de 2 chambres à Lyon, géra le transfert des quelques affaires qu'il possédait et organisa le transport pour les 3 personnes. Anaïs était extasiée par la perspective du changement. Pour elle, qui n'avait jamais vécu dans une vraie maison, l'idée d'avoir sa propre chambre semblait un rêve impossible devenant réalité. « Monsieur Xavier, je vais avoir un vrai lit. »« Oui, Anaïs, et un bureau pour étudier aussi. Et grand-mère va avoir une chambre juste pour elle, oui. Et nous allons organiser un traitement médical adéquat pour qu'elle se rétablisse complètement. » La fillette lui sauta au cou, couvrant son visage de baisers. « Merci de prendre soin de nous, monsieur Xavier. » Xavier sentit ses yeux s'humidifier. Il avait passé des années à essayer de donner le meilleur à ses propres enfants, qui recevaient tout comme allant de soi. Anaïs s'extasiait devant des choses basiques, comme un lit propre, et démontrait une gratitude sincère qui le touchait profondément. Le jour du déménagement, Xavier se réveilla tôt pour aller chercher Geneviève à l'hôpital. Elle reçut son congé avec une ordonnance de médicaments et des recommandations médicales pour compléter sa convalescence. « Comment vous sentez-vous » demanda Xavier en l'aidant à monter dans la voiture qu'il avait louée. « Beaucoup mieux et nerveuse avec tout ce changement. »« Nerveuse? Pourquoi, Xavier ? J'ai 65 ans. Je ne sais pas si j'ai l'âge de commencer une nouvelle vie dans une ville que je ne connais pas. Geneviève, vous avez l'âge d'être heureuse et d'avoir la dignité que vous méritez. Et je ferai tout mon possible pour le garantir. » Anaïs, assise sur le siège arrière, était collée à la fenêtre, observant le paysage pendant le trajet. C'était la première fois qu'elle quittait Paris et tout était nouveau pour elle. « Regarde, grand-mère, quelle belle montagne !» s'exclamait-elle à chaque virage. « Oui, elle est jolie, ma chérie », répondait Geneviève, souriant à l'enthousiasme de sa petite fille. Quand ils arrivèrent à Lyon, Xavier conduisit directement à l'appartement qu'il avait loué. C'était un immeuble simple, mais bien entretenu, dans un quartier calme près du centre-ville. « C'est ici que nous allons vivre ?» demanda Anaïs les yeux grands ouverts. « Oui, ici. » Xavier ouvrit la porte de l'appartement et les laissa entrer en premier. Geneviève s'arrêta dans le salon, observant les meubles basiques qu'il avait achetés. Un canapé simple, une petite table à manger, une télévision. « Xavier, cela a dû coûter une fortune, » dit-elle, inquiète. « Cela a coûté ce que j'avais de disponible, et cela vaut chaque centime si vous êtes à l'aise. » Anaïs courut explorer les chambres. « Grand-mère, viens voir ma chambre. Elle a un lit juste pour moi et un bureau pour étudier. » Geneviève suivit sa petite fille, et Xavier la suivit. La chambre de la fillette était petite, mais douillette, avec un lit simple, un bureau simple et une petite armoire. « Et votre chambre est prête aussi, » dit Xavier en ouvrant la porte de la pièce contiguë. Geneviève entra dans la chambre et s'assit sur le lit, passant la main sur le nouveau matelas. « Xavier, je ne sais pas comment vous remercier pour tout ce que vous faites pour nous. Vous n'avez pas à me remercier. Vous avez sauvé ma vie quand j'étais perdu. Nous n'avons rien fait de spécial. Si, vous l'avez fait. Vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » La première semaine à Lyon, Xavier se concentra sur l'établissement d'une routine. Il allait travailler le matin, déjeunait à la maison avec Geneviève et Anaïs.
Il retournait au bureau l'après-midi et rentrait à la maison en fin de journée pour dîner avec sa nouvelle famille. L'adaptation d'Anaïs fut impressionnante. Elle explorait chaque recoin de l'appartement comme si c'était un palais. Elle aidait Geneviève dans les tâches ménagères et continuait à étudier avec Xavier tous les soirs. « Monsieur Xavier, quand pourrais-je aller à l'école ?» demanda-t-elle lors d'une de ses soirées d'études. « La semaine prochaine, nous allons gérer ton inscription dans une école ici près. »« Vraiment ? » ?»« Vraiment. Tu sais bien lire et écrire. Je suis sûr que tu réussiras très bien à l'école. » Le travail se passait bien aussi. Xavier s'adapta rapidement à la nouvelle entreprise, appliquant son expérience pour améliorer les processus financiers. Arthur était impressionné par son dévouement et sa compétence. « Xavier, tu fais un excellent travail », dit le directeur lors d'une réunion d'évaluation. « Je pense à augmenter tes responsabilités. Je me sens très honoré, Arthur. J'aime beaucoup travailler ici. Et comment se passe ton adaptation à la ville ? » « Très bien. J'ai amené ma famille avec moi et nous nous adaptons tous bien. » Xavier avait décidé de se référer à Geneviève et Anaïs comme sa famille pour éviter des explications compliquées et pour lui, c'était exactement ce qu'elles étaient. Un mois après le déménagement, Xavier reçut un appel de Paris qu'il n'attendait pas. C'était son avocat avec des nouvelles sur la procédure judiciaire. « Xavier, j'ai de bonnes nouvelles. L'enquête a révélé des irrégularités bien plus importantes dans l'entreprise et ton ancien patron a été arrêté hier. » « Arrêté ? » « Oui. Il a avoué avoir falsifié des documents pour t'incriminer, toi et d'autres employés. Tu es officiellement exonéré de toutes les accusations. » Xavier s'assit sur une chaise, ayant besoin de quelques secondes pour assimiler l'information. « Et cela signifie quoi exactement ? » « Cela signifie que tu peux intenter une action en justice pour préjudice moral et matériel et que ta réputation est propre. Tu peux retourner travailler dans n'importe quelle entreprise à Paris. » « Je comprends, Xavier, tu n'as pas l'air très ému. C'est une excellente nouvelle. » « Ça l'est, bien sûr. Je suis juste en train de tout digérer. » Après avoir raccroché, Xavier resta assis dans le salon de l'appartement, réfléchissant aux implications de la nouvelle. Son innocence avait été prouvée. Il pourrait retourner à Paris, retrouver un emploi de haut niveau, reconstruire son ancienne vie. « Monsieur Xavier, il s'est passé quelque chose ?» demanda Anaïs en rentrant de l'école. Xavier regarda la fillette, avec son uniforme scolaire encore neuf et son sourire radieux. « J'ai reçu un appel de mon avocat. Il a dit qu'ils ont prouvé que je suis innocent des accusations qu'ils m'avaient faites. »« Quelle bonne nouvelle !» s'exclama Anaïs en courant l'embrasser. « Cela signifie que vous n'aurez plus de problème. Cela signifie que je pourrais retourner à Paris si je voulais. » Le sourire de la fillette disparut immédiatement. « Vous voulez rentrer ?» Xavier regarda les yeux inquiets d'Anaïs et ressentit une certitude absolue quant à sa réponse. « Non, ma chérie, ma vie est ici maintenant avec toi et ta grand-mère. » Le sourire revint sur le visage de la fillette. « Vous promettez de ne pas changer d'avis ? » ?»« Je le promets. Lyon est notre chez nous maintenant. » Cette nuit-là, Xavier raconta à Geneviève l'appel de l'avocat. Elle l'écouta en silence, mais il remarqua de l'inquiétude dans son expression. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir retourner à Paris ?» demanda-t-elle. « Je suis absolument sûr, Geneviève. Mais, là-bas, vous pourriez récupérer votre ancienne vie, un salaire plus élevé, un statut social, peut-être même vous réconcilier avec vos enfants. » Xavier réfléchit à ces paroles pendant quelques minutes. « Geneviève, mon ancienne vie m'a apporté de l'argent, mais elle ne m'a pas apporté le bonheur. Je travaillais 16 heures par jour. Je parlais à peine à mes enfants. Je n'avais pas de temps pour de vraies relations. Ici, je travaille 8 heures par jour. Je rentre déjeuner à la maison. J'aide Anaïs avec ses devoirs. Je dîne avec vous tous les soirs. Quelle vie selon vous est la meilleure ? Quand vous le mettez comme ça, il semble vraiment que c'est mieux ici. C'est mieux, bien mieux. » Les mois suivants se déroulèrent de manière tranquille et heureuse. Anaïs excella à l'école, se faisant rapidement des amis et obtenant d'excellentes notes. Geneviève recouvra complètement la santé et trouva quelques amis dans l'église locale qu'elles commencèrent à fréquenter. Xavier fut promu dans l'entreprise, assumant le poste de directeur financier avec un salaire qui, bien que moindre que le précédent, était suffisant pour offrir une vie confortable à sa nouvelle famille. Pendant cette période, il tenta encore quelques fois de contacter ses enfants, mais il se heurta toujours à leur froideur et à leur désintérêt. Progressivement, Xavier accepta que certaines relations ne peuvent être forcées et concentra son énergie sur les personnes qui désiraient vraiment sa présence. Un samedi soir, il dînait quand Anaïs posa une question qui prit Xavier par surprise. « Monsieur Xavier, pouvez-vous vraiment m'adopter ?» Xavier faillit s'étouffer avec sa nourriture. « Comment ça, Anaïs ?
Eh bien, vous prenez soin de nous comme si vous étiez notre papa, mais sur le papier, je n'ai toujours pas de papa. Je voulais que vous soyez mon vrai papa. Xavier regarda Geneviève qui souriait, les larmes aux yeux. Qu'en pensez-vous, Geneviève? Je crois que ce serait la chose la plus naturelle du monde. Vous êtes déjà son père à tous égards importants. Alors nous allons arranger ça, dit Xavier, ressentant une émotion profonde. Anaïs, je serais très honoré d'être ton père légalement. La fillette sauta de sa chaise et courut l'embrasser. Ce sera le plus beau cadeau de ma vie. Le processus d'adoption prit quelques mois, mais fut finalement achevé. Le jour où Xavier signa les papiers officiels, devenant légalement le père d'Anaïs, ils firent une petite fête à la maison avec du gâteau et du soda. « Maintenant j'ai un vrai papa !» s'exclamait Anaïs, montrant fièrement le document à quiconque voulait le voir. « J'ai la fille la plus merveilleuse du monde !» répondait Xavier, sincèrement ému. 2 ans après avoir déménagé à Lyon, Xavier reçut un appel inattendu. C'était Alexandre, son fils aîné. « Papa, comment vas-tu ?»« Bien, Alexandre, surpris par ton appel. Comment vont les choses ?»« Bien aussi. Papa, je voulais m'excuser de la façon dont je t'ai traité quand tu traversais des difficultés. Ce n'était pas bien. » Xavier sentit son cœur s'accélérer. « Merci de le dire, mon fils. Maman m'a dit que tu vis à Lyon et que tu as adopté une fille. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Anaïs est ma fille maintenant. Papa, je sais que je n'ai pas le droit de te demander quoi que ce soit après la façon dont je t'ai traité, mais crois-tu que Justine et moi pourrions venir te rendre visite? J'aimerais rencontrer ma demi-sœur. » Xavier fut ému par la demande. Après 3 ans sans voir ses enfants, il y avait enfin une possibilité de réconciliation. « Bien sûr que vous pouvez venir, vous serez toujours les bienvenus ici. » Le week-end suivant, Alexandre et Justine arrivèrent à Lyon. Xavier les reçut dans le simple appartement, très différent de la luxueuse maison où ils avaient grandi. « Papa, tu as l'air différent », commenta Justine. Plus calme. « Oui, je me sens différente aussi. » Anaïs était un peu timide avec ses grands frères et sœurs, mais bientôt son caractère expansif brisa la glace. « Vous voulez voir mes dessins de l'école ?» proposa-t-elle en courant chercher ses travaux scolaires. Alexandre et Justine furent enchantés par la fillette. Sa joie sincère et son affection évidente pour Xavier leur firent réaliser à quel point ils avaient été injustes envers leur père. Pendant le déjeuner, préparé avec amour par Geneviève, les enfants conversèrent longuement avec Xavier. Ils s'excusèrent de l'abandon, expliquèrent comment leur mère les avait influencés contre lui et admirent qu'ils regrettaient la relation qu'ils avaient quand ils étaient petits. « Papa, pouvons-nous recommencer ?» demanda Justine, les larmes aux yeux. « Bien sûr que nous pouvons, ma fille. La famille a toujours une seconde chance. » À partir de ce jour, les enfants commencèrent à rendre visite régulièrement à Xavier. Anaïs gagna 2 grands frères et sœurs qu'il adorait, et Xavier retrouva sa famille biologique, maintenant élargie avec les personnes qu'il avait réellement choisies comme famille. Lors de l'une de ces visites, Alexandre fit une observation qui émut profondément Xavier. « Papa, tu sais que je ne t'ai jamais vu aussi heureux qu'aujourd'hui. Vraiment, je te le jure, quand nous étions petits, tu semblais toujours préoccupé, stressé. Maintenant, tu as une paix dans les yeux que je n'avais jamais vue. » Xavier réfléchit aux mots de son fils. C'était vrai. Malgré avoir moins d'argent, un statut social inférieur et une vie plus simple, il n'avait jamais été aussi sincèrement heureux. « Tu sais, Alexandre, j'ai passé des années à penser que le bonheur était lié aux réussites professionnelles et aux biens matériels, mais j'ai découvert qu'il est lié aux vraies relations et au but de la vie. Et tu as trouvé ton but ?» Xavier regarda Anaïs, qui jouait dans la cour avec Justine et Geneviève. « Je l'ai trouvé. Mon but est de prendre soin des personnes que j'aime et de faire une différence dans leur vie. » Quelques mois plus tard, Xavier reçut une proposition tentante. Une entreprise multinationale lui offrit un poste de directeur financier avec un salaire 3 fois supérieur à l'actuel, mais qui nécessitait de déménager à Paris et de fréquents voyages. « Qu'en pensez-vous » demanda Xavier à Geneviève après lui avoir parlé de la proposition. « Je crois que vous connaissez déjà la réponse » répondit-elle en souriant. « Quelle est-elle » ? « Qu'il n'y a pas d'argent au monde qui paye le bonheur que vous avez ici. » Xavier sourit. Geneviève avait raison. Il appela l'entreprise, refusant poliment l'offre. Cette nuit-là, pendant le dîner, il raconta à Anaïs la proposition qu'il avait refusée. « Vous avez refusé un travail qui payait plus d'argent » demanda-t-elle, surprise. « Je l'ai refusé. »« Pourquoi ?»« Parce qu'ici j'ai tout ce dont j'ai besoin, une famille qui m'aime et un travail qui me satisfait. »« Mais vous ne voulez pas être riche ?» Xavier réfléchit à la question de sa fille. « Anaïs, j'ai déjà été riche en argent et pauvre en bonheur. Maintenant je suis riche en bonheur
Et cela vaut beaucoup plus. Je comprends. C'est comme quand je vivais dans la rue, mais j'avais grand-mère. J'étais plus heureuse que lorsque je voyais des personnes riches seules. La sagesse de la fillette, maintenant âgée de 9 ans, continuait d'impressionner Xavier. Elle avait appris très jeune, une leçon qu'il lui avait fallu 45 ans pour comprendre. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'oubliez pas de liker et surtout de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui commençons maintenant, en continuant. 5 ans après cette rencontre fortuite sur la place de la Concorde, Xavier préparait le repas du dimanche quand il entendit la sonnette. Anaïs courut ouvrir la porte. « Papa, c'est oncle Alexandre et tante Justine. Il y a plus de monde avec eux. » Xavier se rendit dans le salon et fut surpris de voir non seulement ses enfants, mais aussi 2 petits-enfants. « Papa, ce sont tes petits-enfants, » annonça Alexandre en souriant. « Mathieu et Lucie veulent rencontrer leur grand-père. » Xavier sentit ses yeux se remplir de larmes. Il avait perdu tant de temps de la vie de ses enfants qu'il pensait ne jamais avoir l'occasion d'être un grand-père présent pour ses petits-enfants. « Grand-père Xavier, tante Anaïs a dit que tu fais le meilleur gâteau au chocolat du monde, » dit la petite Lucie, 4 ans. « C'est vrai, » confirma Xavier en prenant sa petite fille dans ses bras. « Et si nous en faisions un maintenant ?» L'après-midi se déroula dans la cuisine avec 3 générations de la famille s'amusant à préparer le gâteau. Geneviève, maintenant âgée de 70 ans, mais toujours active et en bonne santé, dirigeait les opérations comme une générale expérimentée. « Grand-mère Geneviève, raconte cette histoire de quand tu as rencontré mon papa » demanda Anaïs, qui adorait écouter la version de sa grand-mère sur la formation de la famille. « Ah, cette histoire » dit Geneviève en souriant. « C'était sur une place, là-bas à Paris. Ton papa était assis sur un banc, pleurant comme un enfant perdu. Et puis tante Anaïs lui a offert une prière, continua Mathieu, 6 ans, qui connaissait déjà l'histoire par cœur. C'est ça. Et regardez ce qui s'est passé. Dieu a transformé cette prière en une famille complète. » Xavier écoutait la conversation tout en remuant la pâte à gâteau, réfléchissant à la façon dont sa vie avait complètement changé depuis ce jour sur la place. Cette nuit-là, après le départ de tous, Xavier nettoyait la cuisine quand Anaïs s'approcha. « Papa, je peux te poser une question ?»« Bien sûr, ma fille. Tu regrettes quelque chose ?» Xavier arrêta de laver la vaisselle et réfléchit à la question. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à découvrir ce qui compte vraiment dans la vie, mais je ne regrette rien de ce qui s'est passé après vous avoir trouvé. Même pas d'avoir perdu tout cet argent, pas le moins du monde. Si je n'avais pas tout perdu, je ne vous aurais jamais rencontré. » Anaïs sourit et embrassa son père. « Moi non plus, je ne regrette rien, même pas d'avoir vécu dans la rue. Parce que c'est là que j'ai appris que l'important n'est pas où l'on vit, mais avec qui l'on vit. » Xavier serra sa fille dans ses bras, ressentant une gratitude profonde pour tous les chemins tortueux qu'il avait menés à cette vie simple et épanouie. Quelques mois plus tard, Xavier prit une décision qui le surprit même lui-même. Il décida de quitter son emploi dans le conseil et d'ouvrir un petit cabinet comptable spécialisé dans l'aide aux petites entreprises et aux personnes ayant des problèmes financiers. « Êtes-vous sûr de vouloir quitter la sécurité de l'emploi ?» demanda Geneviève inquiète. « Je suis sûr. Je veux utiliser mon expérience pour aider des personnes qui traversent les mêmes difficultés que moi. Et si ça ne marche pas ? Si ça ne marche pas, nous trouverons une autre solution. Mais je dois essayer. » Le cabinet commença petit, Xavier travaillant à domicile. Peu à peu, par le bouche à oreille, il gagna des clients. Sa réputation d'honnêteté et de compétence, combinée à une empathie sincère pour les personnes en difficulté économique, fit croître rapidement sa clientèle. Anaïs, maintenant âgée de 12 ans, aidait fréquemment au cabinet après l'école, organisant les papiers et apprenant sur le métier. « Papa, pourquoi tu aimes tant aider les gens avec l'argent ?» lui demanda-t-elle un de ces après-midi. « Parce que je sais ce que c'est d'être perdu financièrement, et je sais qu'un peu d'orientation peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un, comme cela l'a fait dans ma vie. » Exactement. La différence, c'est que toi et ta grand-mère m'avez orienté sur des choses bien plus importantes que l'argent. Comme quoi? Comme l'amour, la générosité, la foi et la famille. 1 an plus tard, le cabinet avait tellement grandi que Xavier dut embaucher une assistante et louer un local commercial. Il réalisait le rêve d'avoir sa propre entreprise, mais plus important encore, il faisait une différence dans la vie de personnes qui avaient besoin d'aide. Lors d'une conférence sur l'éducation financière qu'il donna à l'école d'Anaïs, une femme s'approcha à la fin de la présentation. « Monsieur Xavier, merci pour la discussion. Je m'appelle Patricia. Je suis journaliste pour le journal local. J'aimerais faire un reportage sur votre travail. » « Un reportage sur mon travail? Pourquoi ?
Parce qu'il est rare de trouver quelqu'un qui s'intéresse vraiment à aider les gens plutôt qu'à simplement gagner de l'argent. Votre histoire est inspirante. Le reportage fut publié la semaine suivante sous le titre « L'entrepreneur qui a découvert la vraie richesse ». L'article racontait le parcours de Xavier, depuis son licenciement jusqu'à la création du cabinet, en passant par sa rencontre avec Anaïs et Geneviève. La répercussion fut bien plus grande qu'il ne l'espérait. Des dizaines de personnes le contactèrent pour demander de l'aide, d'autres pour offrir des collaborations, et certaines voulaient simplement le féliciter pour son histoire. « Papa, tu es devenu célèbre », dit Anaïs en montrant le journal à ses camarades de classe. « Célèbre pour une bonne raison, j'espère », répondit Xavier, légèrement mal à l'aise avec l'attention. « La meilleure raison, pour aider les gens. » Quelques mois après la publication du reportage, Xavier reçut un appel téléphonique inattendu. C'était une chaîne de télévision de Paris. « Monsieur Xavier, nous sommes de l'émission Histoire qui inspire. Nous aimerions vous inviter à raconter votre histoire à la télévision. » « Mon histoire ? » ?»« Oui, sur la façon dont votre vie a changé après avoir trouvé votre fille adoptive. C'est une histoire très émouvante. » Xavier hésita. Il ne se sentait pas à l'aise d'être le centre de l'attention, mais il pensa que être son expérience pourrait inspirer d'autres personnes. « Puis-je amener ma famille ? » ? « Bien sûr. En fait, nous serions ravis d'interviewer votre fille et votre belle-mère aussi. » Le jour de l'enregistrement, Xavier était nerveux, mais Anaïs et Geneviève étaient calmes. « Papa, dis juste la vérité, » dit Anaïs en lui prenant la main. « Notre histoire est belle telle qu'elle est. » Pendant l'interview, la présentatrice demanda à Anaïs ce qu'elle pensait de son père. « Mon papa est le meilleur homme du monde, » répondit la fillette sans hésiter. « Il m'a appris que la famille n'est pas celle avec qui on naît, mais celle avec qui on choisit de rester. Et que dirais-tu aux personnes qui traversent des difficultés comme celles que ton papa a traversées ?» Anaïs réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Je dirais que parfois Dieu nous permet de traverser des choses difficiles pour trouver de très bonnes choses. Si mon papa n'avait pas tout perdu, nous ne nous serions jamais rencontrés. » L'interview fut diffusée un dimanche soir et eut un retentissement émotionnel très important. L'émission reçut des centaines de messages de téléspectateurs émus par l'histoire. « Papa, regarde combien de personnes nous ont envoyé de beaux messages », dit Anaïs en lisant les commentaires sur Internet. Xavier lisait les messages avec émotion. Des personnes racontant leurs propres histoires de dépassement. D'autres le remerciant pour l'inspiration, certaines offrant de l'aide pour les actions sociales de la famille. « Tu sais, Anaïs, quand je t'ai rencontré sur cette place, je pensais que tu m'aidais. Mais maintenant, je vois que notre histoire aide aussi beaucoup d'autres personnes. C'est comme ce que disait toujours grand-mère. Quand on sème la bonté, elle se multiplie. » Geneviève, maintenant âgée de 72 ans, restait la matriarche sage de la famille. Sa santé était bonne, mais elle avait commencé à s'inquiéter de l'avenir d'Anaïs au cas où il lui arriverait quelque chose. « Xavier, je dois te parler de quelque chose d'important, » lui dit-elle un samedi matin. « Bien sûr, Geneviève, de quoi s'agit-il ? C'est à propos d'Anaïs. Je vieillis, et même si je me sens bien maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Geneviève, ne parlez pas comme ça. Laissez-moi finir. Je veux être sûr que si quelque chose m'arrive, vous continuerez à prendre soin d'elle comme si c'était votre fille biologique. Geneviève. Anaïs est ma fille légalement, et à tous autres égards. Rien ne changera cela. Je sais que vous êtes sérieux maintenant, mais, et si vous vous remariez? Et si votre nouvelle épouse n'acceptait pas Anaïs? Xavier prit les mains de la femme âgée. Geneviève, toute femme qui n'acceptera pas Anaïs n'aura pas sa place dans ma vie. Elle est ma priorité numéro 1. Elle le sera toujours. Et vos enfants biologiques? Ils n'essaieront jamais de vous convaincre que vous dépensez trop de temps et d'argent avec une enfant qui n'est pas de votre sang? Mes enfants adorent Anaïs et même s'ils essayaient, ils ne pourraient pas me faire changer d'avis. Cet enfant a sauvé ma vie, Geneviève. C'est moi qui lui dois tout, pas l'inverse. Geneviève sourit de soulagement. Je savais que je pouvais vous faire confiance, mais j'avais besoin d'entendre ces mots. Geneviève, j'ai une proposition à vous faire. Laquelle? Et si nous nous adoptions légalement l'un l'autre? Je serais officiellement votre fils et vous seriez officiellement ma mère. Ainsi, Anaïs aurait à la fois un père et une grand-mère protégés par la loi. Les yeux de Geneviève se remplirent de larmes. Vous feriez ça? Avec le plus grand plaisir du monde. Vous êtes déjà ma mère à tous égards importants. Le processus d'adoption mutuelle entre adultes fut achevé quelques mois plus tard. Xavier avait maintenant officiellement une mère et une fille, et elles avaient un fils et un père qu'elles avaient choisis par amour, non par hasard de naissance. Pour le 10e anniversaire d'Anaïs,
Ils firent une fête dans la maison de campagne que Xavier avait louée pour l'occasion. Alexandre, Justine et les petits-enfants étaient présents, ainsi que des camarades de classe d'Anaïs et des amis que la famille avait fait à Lyon. Pendant la fête, Xavier s'éloigna un peu pour observer la scène. Anaïs était au centre de l'attention, radieuse dans sa nouvelle robe, entourée de personnes qui l'aimaient. Geneviève était assise sur une chaise, souriante, observant sa petite fille jouer. « À quoi penses-tu » demanda Alexandre en s'approchant de son père. « Je pensais à quel point la vie est curieuse. Il y a 10 ans, je croyais savoir ce qu'était le succès. Je croyais tout avoir. Et maintenant je sais que je n'avais rien de ce qui compte vraiment et que je ne l'ai découvert qu'après avoir tout perdu. Tu ne regrettes rien ?» Xavier regarda Anaïs, qui organisait un jeu avec les plus jeunes, démontrant un leadership naturel et un véritable soin pour les plus petits. « Mon seul regret est de ne pas avoir rencontré Anaïs plus tôt. Imagine combien d'années de bonheur j'ai perdu. Mais si vous vous étiez rencontrés plus tôt, peut-être que les circonstances ne vous auraient pas permis de vous rapprocher. » Xavier réfléchit aux mots de son fils. « Tu as raison. J'avais besoin d'être au plus mal pour être réceptif à ce qu'elle avait à offrir. Et elle avait besoin d'être dans sa situation pour valoriser ce que tu as offert. » Exactement. C'était le timing parfait de Dieu. Cette nuit-là, après le départ de tous, Xavier nettoyait la maison quand il trouva Anaïs sur la terrasse, regardant les étoiles. « Que fais-tu debout, ma petite ? Je pensais juste à aujourd'hui. C'était le plus bel anniversaire de ma vie. » « Vraiment ? » ?»« Oui, pas seulement pour la fête, mais pour avoir tant de gens qui m'aiment vraiment. » Xavier s'assit à ses côtés sur la chaise à bascule. « Tu sais que tu es très aimé, n'est-ce pas ? Je le sais. Et tu sais quoi, papa ? Parfois je me demande comment ma vie serait-elle si tu n'étais pas apparu ce jour-là sur la place de la Concorde. Et comment crois-tu qu'elle serait ? Je crois que je serais encore en train de vivre dans la rue avec grand-mère, sans pouvoir aller à l'école, sans avoir d'avenir. Mais ensuite, je me souviens que Dieu savait que tu allais apparaître. Comment ça ? Grand-mère m'a toujours appris que Dieu a un plan pour chaque personne. Son plan pour moi incluait de t'avoir comme père. C'est pourquoi il a laissé que tu sois triste ce jour-là, pour que je puisse te trouver. » Xavier fut ému par la profondeur de la réflexion de sa fille. « Et quel est le plan de Dieu pour ton avenir, selon toi ? » « Je crois que c'est étudier beaucoup, grandir forte et en bonne santé, et un jour aider d'autres enfants comme nous nous sommes aidés. » « Comment ça ? » « Eh bien, tu aides des personnes avec des problèmes d'argent parce que tu es déjà passé par là. Je veux aider des enfants qui n'ont pas de famille parce que je suis déjà passé par là aussi. » Xavier serra sa fille dans ses bras, impressionné par sa maturité et sa générosité. « Tu pourras aider beaucoup de monde, Anaïs, j'en suis sûr. Et tu vas m'apprendre comment faire. Je t'enseignerai tout ce que je sais. » 2 ans plus tard, quand Anaïs eut 12 ans, elle ramena à la maison un projet scolaire qui rendit Xavier très fier. « Papa, regarde ce que j'ai fait pour la foire scientifique. » C'était un projet sur la façon dont de petits gestes peuvent transformer des vies, où elle racontait l'histoire de sa rencontre avec Xavier et comment cela avait changé leur vie. « Anaïs, c'est incroyable. Tu as fait toutes ces recherches seule ? Grand-mère m'a aidé avec les parties dont je ne me souvenais pas bien et je t'ai interviewé, tu te souviens ? Bien sûr que oui. Et quelle a été ta conclusion dans le projet ? Que les gens doivent arrêter d'attendre que d'autres fassent de bonnes choses pour eux. Chaque personne peut faire la différence dans la vie de quelqu'un, même si ce n'est qu'en offrant une prière ou un sourire. » Le projet d'Anaïs remporta le premier prix à la foire scientifique de l'école. Plus important que le prix fut la répercussion qu'il eut auprès des camarades et des enseignants, inspirant d'autres élèves à réfléchir à des façons d'aider les personnes de leur communauté. « Papa, la directrice a dit qu'elle voulait que je présente mon projet dans d'autres écoles, » raconta Anaïs, animée, en rentrant de l'école. « Quelle fierté, ma fille. Tu veux faire ça ? » ?»« Oui, je veux. Si notre histoire peut inspirer d'autres personnes à être plus bienveillantes, je veux la raconter au monde entier. » Xavier sourit. À 12 ans, Anaïs démontrait déjà une conscience sociale et un désir d'impact positif que de nombreux adultes ne développent jamais. Lors de l'une de ses présentations dans une école de la périphérie, une fillette du public leva la main pour poser une question. « Anaïs, comment saviez-vous que vous pouviez faire confiance à votre papa quand vous l'avez rencontré ?» La question prit Anaïs par surprise, mais elle répondit avec naturel. « Je ne savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais grand-mère m'a toujours appris que quand on voit quelqu'un souffrir, il faut essayer d'aider. Et si la personne est mauvaise, Dieu protège celui qui essaie de faire le bien. Mais n'est-il pas dangereux de parler à des inconnus ? Oui, ça l'est. C'est pourquoi il faut être malin. Je lui ai juste offert une prière, ce qui ne coûtait rien et ne me mettait pas en danger. C'est après, quand grand-mère l'a rencontré,
et a vu que c'était une bonne personne, que nous nous sommes rapprochés. Xavier assistait aux présentations d'Anaïs avec admiration. Elle réussissait à transmettre le message de bonté et d'espoir, sans être naïve face aux dangers du monde réel. Quelques semaines plus tard, Xavier reçut un appel d'une organisation non gouvernementale de Lyon. « Monsieur Xavier, nous avons vu les présentations de votre fille sur votre histoire. Nous aimerions vous inviter à être ambassadeur d'un projet qui aide les familles en situation de vulnérabilité. Comment cela se passerait-il ? Vous raconteriez votre histoire pour sensibiliser la société à l'importance d'aider les personnes en difficulté et vous aideriez également à connecter les familles sans abri avec des personnes prêtes à aider. » Xavier discuta de la proposition avec Anaïs et Geneviève. Toutes furent d'accord que ce serait un moyen d'amplifier l'impact positif de leur histoire. « Papa, pouvons-nous vraiment aider d'autres familles comme la nôtre a été aidée ?» demanda Anaïs. « Oui, ma fille. Et tu sais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que nous savons par expérience ce que c'est d'être des deux côtés, d'avoir besoin d'aide et de pouvoir aider. » Le travail avec l'organisation non gouvernementale devint une partie importante de la vie de la famille. Ils participaient à des événements, racontaient leur histoire et aidaient à faciliter les rencontres entre familles dans le besoin et personnes désireuses d'aider. Lors d'une de ces occasions, ils rencontrèrent une famille très similaire à la leur. Une grand-mère âgée s'occupant de 2 petits-enfants, vivant dans une situation d'extrême vulnérabilité. « Madame Geneviève, comment parvenez-vous à garder espoir dans une telle situation ?» demanda la grand-mère, une femme nommée Jeanne, en gardant la foi que Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous aider au bon moment, répondit Geneviève. Parfois ça prend du temps, mais ça arrive toujours. Et si ça n'arrive pas? Ça arrive toujours. Peut-être pas de la manière que l'on attend, mais ça arrive toujours. Anaïs s'approcha des 2 petits-enfants de Jeanne, qui étaient timides et effrayés. « Vous voulez voir des dessins que j'ai faits quand j'avais votre âge ?» proposa-t-elle en sortant un carnet de son sac. Xavier observa sa fille interagir avec les plus jeunes, démontrant la même compassion et générosité qu'elle avait reçue de Geneviève lorsqu'elle était petite. « Anaïs est exactement comme grand-mère », commenta-t-il à Geneviève. « Elle a appris que celui qui reçoit de l'amour doit aussi donner de l'amour », répondit la femme âgée. « C'est ainsi que le monde s'améliore. » Quelques semaines plus tard, Xavier reçut un appel de Jeanne avec de bonnes nouvelles. « Monsieur Xavier, nous avons réussi. Une famille s'est proposée de nous aider. Nous allons avoir une vraie maison pour les enfants. » « Quelle merveille, Jeanne! Comment ça s'est passé? » Après que vous ayez raconté notre histoire lors de l'événement, une famille nous a contactés. Ils ont une maison arrière vide et se sont offerts de nous laisser y vivre en échange de quelques travaux ménagers. C'est excellent. Et vous savez ce qui est le mieux? Les enfants pourront étudier dans une bonne école, tout comme Anaïs. Xavier raccrocha, le cœur rempli de gratitude. Son histoire avait aidé une autre famille à trouver une nouvelle opportunité dans la vie. Cette nuit-là, il raconta à Anaïs l'appel de Jeanne. « Papa, cela signifie que nous avons fait la différence dans leur vie? » « Oui, ma petite, tout comme tu l'as faite dans la mienne. »« Pareil? » »« Oui. » Anaïs resta pensive quelques minutes. « Tu sais que c'est drôle? Quand j'étais petite, je croyais que seules les personnes riches pouvaient aider les personnes pauvres. Mais maintenant, je vois que n'importe qui peut aider n'importe qui. »« Comment ça? » ?»« Eh bien, quand tu m'as rencontré, tu étais brisé, sans argent, sans travail, mais tu m'as quand même aidé. Et moi, qui n'avais rien, je t'ai aussi aidé. C'est vrai, nous nous sommes aidés mutuellement, et maintenant nous aidons d'autres personnes sans avoir besoin d'être millionnaires. Cela démontre que ce qui compte n'est pas combien d'argent nous avons, mais combien d'amour nous avons à donner. » Xavier serra sa fille dans ses bras, une fois de plus impressionné par sa sagesse précoce. Quelques mois plus tard, Anaïs eut 15 ans. La fête fut une célébration de tout ce que la famille avait accompli ensemble. Outre Alexandre, Justine et les petits-enfants, étaient présentes plusieurs familles qu'ils avaient aidées par le biais de l'organisation non gouvernementale, des camarades de classe d'Anaïs et des amis de la communauté. Pendant le joyeux anniversaire, Xavier prononça un petit discours. « Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement les 15 ans d'Anaïs. Nous célébrons 15 ans depuis que notre famille s'est formée grâce à l'amour et au choix mutuel, et nous célébrons toutes les autres familles qui se sont formées ou renforcées grâce à votre histoire, » ajouta Alexandre. Anaïs, maintenant une adolescente belle et sûre d'elle, fut émue par les mots. « Papa, merci d'avoir accepté ma prière ce jour-là et d'avoir fait bien plus que ce que je pouvais imaginer quand j'étais petite. Merci à toi de m'avoir appris ce qui compte vraiment dans la vie. Et grand-mère nous a appris à nous aimer les uns les autres, » ajouta Anaïs en serrant Geneviève dans ses bras. La fête continua tard avec de la musique, de la danse et de nombreuses histoires racontées.
Xavier observait le tout avec une profonde satisfaction, sachant qu'il avait trouvé son véritable but dans la vie. Plus tard, après le départ de tous, la famille se réunit dans le salon pour discuter avant de dormir. C'était une tradition qu'il maintenait depuis les premiers jours à Lyon. « Papa, je peux faire une confession ?» dit Anaïs. « Bien sûr, ma fille. Parfois, je fais semblant de ne pas bien me souvenir de comment c'était avant de te connaître pour ne pas te rendre triste. Mais je me souviens de tout. » Xavier et Geneviève furent surpris par la révélation. « Et pourquoi fais-tu ça ? » « Parce que je ne veux pas que vous vous sentiez mal parce que j'ai eu des difficultés avant. L'important est ce que nous avons maintenant, pas ce que nous n'avions pas avant. Anaïs, tu peux parler de n'importe quoi de ton passé. Nous ne serons pas tristes, dit Xavier. Je sais, mais je préfère me concentrer sur le présent et l'avenir. Le passé est passé et il a été nécessaire pour arriver ici. Geneviève sourit à sa petite fille. Cet enfant est né philosophe. Elle l'a hérité de sa grand-mère, dit Xavier en souriant. En réalité, je crois que chaque personne naît avec de la sagesse, dit Anaïs. Parfois, les difficultés aident cette sagesse à apparaître plus tôt. Cette nuit-là, Xavier resta éveillé, pensant aux mots de sa fille. Elle avait raison. Les difficultés, bien que douloureuses, avaient accéléré la croissance personnelle de tous. L'année suivante, Anaïs décida qu'elle voulait étudier la psychologie à l'université. « Pourquoi la psychologie ?» demanda Xavier. Parce que je veux mieux comprendre comment aider les personnes qui traversent des moments difficiles, tout comme ce qui nous est arrivé. Et que veux-tu faire après tes études? Je veux travailler avec des enfants et des familles en situation de vulnérabilité, mais je veux aussi étudier comment transformer les tragédies en opportunités de croissance. Xavier se sentit fier du choix de sa fille. Elle canalisait ses expériences personnelles vers un objectif professionnel clair. Tu as mon soutien total, ma fille. Et tu pourras me donner des cours sur la façon de gérer mon propre cabinet quand je serai diplômé. Ce serait un honneur. Les années passèrent rapidement. Anaïs obtint son diplôme en psychologie avec mention, se spécialisa en thérapie familiale et ouvrit son propre cabinet à 25 ans. Xavier l'aida pour tous les aspects administratifs de l'entreprise. Lors de l'inauguration du cabinet, elle fit un discours émouvant. Ce cabinet existe parce qu'un jour un homme désespéré a accepté la prière d'une fillette des rues. Cette fillette a appris que de petits gestes peuvent transformer des vies. Maintenant, cette fillette devenue grande veut utiliser cette leçon pour aider d'autres personnes. Le cabinet d'Anaïs devint rapidement une référence dans la ville. Son approche unique, basée sur l'expérience personnelle et une formation académique solide, attirait des familles de toute la région. « Papa, tu sais quelle est ma plus grande joie au travail ?»« Quoi ?» lui demanda-t-elle lors d'un déjeuner familial. « Laquelle ?» Voir des familles qui se déchirent réussir à se reconstruire grâce à l'amour et à la communication, tout comme nous. Et avec mes enfants aussi, ajouta Xavier. Tu m'as appris à être un meilleur père pour Alexandre et Justine, et ils sont d'excellents frères et sœurs pour moi. Geneviève, maintenant âgée de 80 ans, mais toujours lucide et active, observait la conversation avec satisfaction. « Vous savez quelle est ma plus grande joie ?» dit-elle. « Laquelle, grand-mère ? Voir que notre famille n'a cessé de grandir. Nous avons commencé par être 2 personnes seules. Nous sommes devenus 3, puis 5 avec Alexandre et Justine, puis 7 avec les petits-enfants, et maintenant nous avons des dizaines de personnes qui vous considèrent comme de la famille. » C'était vrai. Au fil des ans, de nombreuses familles qu'ils avaient aidées étaient devenues une partie d'un cercle étendu de relations basées sur l'amour et le soutien mutuel. Lors d'une réunion annuelle qu'ils organisaient pour toutes ces familles, Xavier fut invité à parler des 20 ans depuis cette rencontre sur la place. Il y a 20 ans, je croyais avoir tout perdu. Aujourd'hui, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à gagner tout ce qui compte vraiment. Et que diriez-vous à quelqu'un qui traverse ce que vous avez traversé ? Demanda une femme du public. Je dirais que les plus grandes bénédictions de la vie sont parfois déguisées en tragédie, et que nous ne savons jamais qui Dieu mettra sur notre chemin pour nous aider, ni comment nous pouvons aider quelqu'un. Et vous croyez que tout arrive pour une raison ? Xavier regarda Anaïs, maintenant une femme adulte, épanouie et heureuse, puis Geneviève, la matriarche sage de sa famille choisie. Je crois que Dieu permet que certaines choses se produisent pour nous préparer à d'autres choses. Ma faillite m'a préparé à valoriser les vraies relations. Mon humiliation m'a appris la compassion. Ma perte m'a montré ce qui vaut vraiment la peine d'être gardé. Après l'événement, Xavier organisait les chaises lorsqu'une jeune femme s'approcha. « Monsieur Xavier, je m'appelle Lucie. J'ai 18 ans et je viens de quitter le système d'adoption sans avoir trouvé de famille. Votre histoire m'a donné l'espoir de pouvoir encore trouver des personnes qui m'aiment vraiment. » Xavier regarda la jeune femme et vit quelque chose de familier dans ses yeux.
le même mélange d'espoir et de peur qu'il avait vu chez Anaïs des années auparavant. « Lucie, je suis sûr que tu vas trouver ta famille. Parfois, elle apparaît quand on s'y attend le moins, et de la manière que l'on imagine le moins. Comment puis-je en être sûr ?» Xavier sourit et donna la même réponse que Geneviève avait donnée tant d'années auparavant. « Parce que Dieu envoie toujours quelqu'un pour nous aider au bon moment. Être pas de la manière que l'on attend, mais il le fait toujours. » Quelques semaines plus tard, Anaïs appela Xavier avec une proposition intéressante. « Papa, tu te souviens de Lucie, cette jeune femme qui a parlé avec toi à l'événement ? » « Bien sûr. Elle m'a cherché pour une thérapie, et pendant nos séances, j'ai découvert qu'elle a beaucoup de potentiel. Mais elle a besoin de soutien pour se stabiliser. Et si nous l'aidions ? » « Comment ça ? » « Eh bien, elle a besoin d'un endroit pour vivre pendant qu'elle étudie à l'université, et elle a besoin d'une famille de référence pour un soutien émotionnel. Nous pourrions être cette famille. » Xavier sourit. Sa fille avait bien appris la leçon de tendre la main à ceux qui en ont besoin. « Parle-en avec ta grand-mère et avec moi plus tard. Si elle est d'accord, nous pourrons réfléchir à la façon d'aider Lucie. » Geneviève non seulement fut d'accord, mais elle fut enthousiasmée par l'idée. « J'ai toujours eu de la place dans mon cœur pour une petite fille de plus, » dit-elle. Et ainsi Lucie devint le membre le plus récent de la famille Moreau-Leclerc, comme ils avaient décidé de s'appeler. Elle emménagea dans la chambre d'amis de la maison que Xavier avait achetée, commença à étudier le travail social à l'université et trouva dans la famille la stabilité émotionnelle qu'elle avait toujours cherchée. « Papa, parfois je me demande s'il y a une limite à la croissance d'une famille, » commenta Anaïs lors d'un dîner avec toute la famille élargie. « Je crois qu'il n'y a pas de limite quand la croissance est basée sur un amour sincère, » répondit Xavier. « L'amour se multiplie quand il est partagé, il ne se divise pas. Et nous le prouvons depuis plus de 20 ans, » ajouta Lucie, qui s'était rapidement adaptée à la dynamique familiale basée sur la gratitude et le soutien mutuel. Le jour où Lucie obtint son diplôme de travail social, Xavier prononça un discours qui résuma parfaitement sa philosophie de vie. « Aujourd'hui, nous célébrons une personne de plus dans notre famille qui utilisera ses expériences personnelles pour aider d'autres personnes. C'est le plus beau cycle de la vie. Recevoir de l'aide quand nous en avons besoin et donner de l'aide quand nous le pouvons. Et le plus beau, c'est que nous ne savons jamais qui sera le prochain à avoir besoin et qui sera le prochain à aider, » dit Lucie. Parfois, nous sommes les deux à la fois. Anaïs, maintenant âgée de 30 ans, était fiancée à un psychologue qu'elle avait rencontré pendant son master. Il était tombé amoureux non seulement d'elle, mais de toute l'histoire et des valeurs de la famille. « Xavier, puis-je demander officiellement la main de votre fille en mariage ?» demanda Raoul lors d'un repas de famille. « Oui, tu peux, Raoul, mais à une condition. »« Laquelle ? » « Tu dois comprendre que tu n'épouses pas seulement Anaïs, mais que tu entres dans une famille qui a un engagement envers la solidarité et l'amour du prochain. Si tu es prêt pour ça, tu seras le bienvenu. » « Je suis plus que prêt. En fait, c'est précisément pour cela que je suis tombé amoureux d'elle. » Le mariage d'Anaïs fut une célébration belle et simple, organisée dans l'église que la famille fréquentait. Outre les membres directs de la famille, des dizaines de personnes qui avaient été touchées par l'histoire de la famille au fil des ans étaient présentes. Pendant la cérémonie, Anaïs demanda à parler avant les vœux traditionnels. « Raoul, je ne peux pas te promettre une vie sans difficulté, car je sais qu'elles existeront toujours. Mais je peux te promettre que nous affronterons tout ensemble avec amour, foi et la certitude qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Et moi, je promets que nous allons créer une famille qui sera un refuge sûr pour tous ceux qui en auront besoin, » répondit Raoul. Xavier observa la cérémonie, les larmes aux yeux, se souvenant de la petite fille qui avait offert une prière à un étranger sur la place. Maintenant, elle était une femme accomplie, construisant sa propre famille basée sur les mêmes valeurs d'amour et de générosité. 2 ans après le mariage, Anaïs et Raoul eurent une fille qui reçut le nom d'Espérance. Xavier devint grand-père pour la 3e fois, mais cette fois d'une petite fille qui l'accompagna dès le premier jour de sa vie. « Grand-mère Geneviève, voulez-vous porter le bébé ?» proposa Anaïs. Geneviève, maintenant âgée de 84 ans, prit son arrière-petite-fille dans ses bras, les larmes aux yeux. « Espérance », dit-elle, caressant le visage du bébé. « Quel nom parfait pour compléter notre famille !»« Pourquoi parfait ?» demanda Lucie. « Parce que notre famille a commencé avec l'espoir. Xavier espérant une nouvelle opportunité, moi espérant un but. Anaïs, espérant une famille. Et maintenant nous avons espérance de vrai pour nous rappeler qu'il y a toujours une raison d'espérer. » Xavier observa 4 générations de sa famille réunies à ce moment-là. Geneviève tenant l'arrière-petite-fille. Anaïs, rayonnante de bonheur maternel,
Lucie organisant les photos de famille, et lui-même au centre de tout, béni d'une richesse qu'aucun salaire ne pourrait procurer. « À quoi penses-tu, grand-père » demanda la petite Lucie, fille d'Alexandre, maintenant âgée de 10 ans. « Je pense à quel point les chemins de Dieu sont mystérieux, » répondit Xavier. « Comment ça ?»« Eh bien, il y a plus de 20 ans, j'ai tout perdu ce que je croyais important. Aujourd'hui, j'ai tout ce qui est vraiment important. Et tout a commencé par une simple prière d'une petite fille. C'est comme cette chanson que chante arrière-grand-mère Geneviève, Dieu écrit droit avec des lignes courbes. Exactement, ma petite fille, exactement. Cette nuit-là, après le départ de tous, Xavier resta sur la terrasse, regardant les étoiles, comme il le faisait toujours quand il voulait réfléchir à la vie. Anaïs le rejoignit, comme elle le faisait quand elle était petite. « Papa, merci d'avoir accepté ma prière cet après-midi-là sur la place. Merci à toi de l'avoir offerte. Tu sais que je me souviens encore exactement de ce que j'ai dit dans cette prière? Tu t'en souviens? Je m'en souviens. J'ai demandé à Dieu de prendre soin de vous et de transformer votre tristesse en joie. » Xavier sourit. « Je crois que Dieu a écouté ta prière. Non seulement il l'a écoutée, mais il a fait bien plus que ce que j'ai demandé. Je lui ai seulement demandé de prendre soin de vous. Il a aussi pris soin de nous deux. Et il continue de prendre soin à travers nous les uns des autres. C'est vrai, nous sommes devenus des instruments de Dieu pour prendre soin d'autres personnes. » Xavier serra sa fille dans ses bras, ressentant une gratitude profonde pour tous les chemins tortueux qui les avaient conduits à cette vie pleine et significative. « Anaïs, je peux te faire une confession ?»« Bien sûr, papa. Parfois, j'ai peur que tout cela soit un rêve et que je vais me réveiller sur ce banc de la place, seul et désespéré. » Anaïs serra la main de son père. « Papa, même si c'était un rêve, l'amour que nous avons est réel, et l'amour réel laisse des traces qui ne disparaissent jamais. Tu as raison, ma petite. D'ailleurs, regarde autour de nous, tant de gens qui ont été touchés par notre histoire, tant de familles qui se sont formées ou renforcées grâce à elle. C'est trop réel pour être un rêve. » Xavier regarda par la fenêtre et vit la petite Espérance dormant dans son berceau. Lucie étudiant à la table du salon. Geneviève se reposant dans son fauteuil préféré. Toutes les personnes qu'il aimait le plus au monde étaient là, en sécurité et heureuses. Tu as raison. C'est bien plus réel que tout ce que j'ai vécu. Quelques mois plus tard, Xavier reçut une invitation qui l'émut beaucoup. L'hôtel de ville de Lyon voulait l'honorer en tant que citoyen de l'année pour sa contribution à la communauté par son travail social et professionnel. « Papa, quelle fierté !» s'exclama Anaïs en apprenant la nouvelle. « Mais je n'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai juste essayé de rendre ce que j'ai reçu de vous. Papa, tu as aidé des dizaines de familles au fil des ans, créé des emplois, orienté des personnes en difficulté économique, inspiré d'autres à être plus solidaires. Ça, c'est beaucoup. » La cérémonie d'hommage se déroula à l'hôtel de ville en présence des autorités locales et de nombreuses personnes qui avaient été aidées par Xavier au fil des ans. Lors de son discours de remerciement, Xavier raconta une fois de plus comment tout avait commencé. « Il y a plus de 20 ans, j'étais assis sur un banc de la place, pensant que ma vie était finie. Une fillette de 6 ans s'est approchée et m'a offert quelque chose que je n'avais pas reçu depuis longtemps. Une compassion sincère. Cette simple prière n'a pas seulement changé ma vie, mais elle a changé la vie de dizaines d'autres personnes au fil des ans. Que diriez-vous aux personnes qui traversent des moments difficiles comme ceux que vous avez vécus ?» demanda un journaliste présent. « Je dirais qu'il n'y a pas d'impasse, seulement des chemins que nous n'avons pas encore explorés et que parfois les plus grandes bénédictions viennent des sources les plus inattendues. Et aux personnes qui veulent aider, mais ne savent pas comment. » Xavier regarda le public, voyant des visages de tous âges et conditions sociales. « Commencez petit, un sourire, un mot d'encouragement, un simple geste. Vous n'avez aucune idée de l'impact que cela peut avoir sur la vie de quelqu'un. » Après la cérémonie, une dame âgée s'approcha de Xavier. « Monsieur Xavier, je voulais vous remercier. »« Me remercier pourquoi, madame ? » ?»« Mon petit-fils traversait une période très difficile, consommant de la drogue hors de la maison. Après avoir entendu votre histoire lors d'une discussion à l'école, il a complètement changé. Il est rentré à la maison, a arrêté la drogue, a repris ses études. Quelle bonne nouvelle, madame, je suis ravi de l'apprendre. Il a dit que si un homme avait pu reconstruire sa vie après avoir tout perdu, il le pouvait aussi. Et il a réussi. » Xavier fut ému par le récit. Son histoire continuait de toucher des vies de manière qu'il n'imaginait même pas. Sur le chemin du retour, il commenta à Anaïs sa rencontre avec la dame. « Papa, tu te rends compte que notre histoire nous a échappé? Elle a sa propre vie maintenant. »« Comment ça ?»« Eh bien, nous racontons notre histoire pour inspirer des gens. Ces personnes inspirent d'autres qui inspirent d'autres.
C'est comme des ondes sur l'eau. Et c'est bien ou mal. C'est merveilleux. Cela signifie que cette prière que j'ai faite il y a plus de 20 ans est toujours exaucée, mais de manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Xavier sourit, comprenant parfaitement ce que sa fille voulait dire. Ils étaient devenus une partie de quelque chose de bien plus grand qu'eux-mêmes. Cette nuit-là, de retour à la maison, Xavier trouva Geneviève assise sur la terrasse, regardant le jardin qu'elle avait elle-même planté et entretenu au fil des ans. « À quoi penses-tu, mère Geneviève ? Je pensais à quel point la vie est curieuse. Quand j'ai tout perdu et que je me suis retrouvé avec Anaïs à élever, je pensais que c'était la fin du chemin pour moi, que j'avais échoué en tant que personne, en tant que mère, en tant que grand-mère. Et maintenant, je vois que ce n'était que le début. Dieu me préparait à faire partie de quelque chose de bien plus grand. Vous ne regrettez rien ?» Geneviève garda le silence quelques minutes, réfléchissant à la question. « Je regrette d'avoir mis si longtemps à comprendre que la richesse n'a rien à voir avec l'argent, mais je ne regrette rien de ce qui s'est passé après avoir compris cela, pas même les difficultés que nous avons traversées, principalement les difficultés. Elles nous ont appris à valoriser ce qui compte vraiment, et nous ont donné de la compassion pour ceux qui traversent la même chose. » Xavier s'assit à côté de sa belle-mère, savourant ce moment de quiétude et de réflexion. « Mère Geneviève, puis-je vous poser une question personnelle ? » « Bien sûr, mon fils. Vous avez peur du temps qui passe ?» Geneviève sourit sereinement. « Non, Xavier, ce que j'ai, c'est de la curiosité. Après une vie si pleine de bonnes surprises, je suis curieuse de voir quelles autres surprises Dieu a préparées. Et ça ne vous inquiète pas de laisser Anaïs et les autres ? Non, parce que je sais que je la laisse dans une famille solide, entourée d'amour, avec un but clair dans la vie. Quelle mère pourrait demander plus ? 2 semaines après cette conversation, Geneviève fit une crise cardiaque pendant son sommeil et s'éteignit paisiblement à l'âge de 85 ans. Les funérailles furent une célébration de la vie extraordinaire de cette femme qui avait touché tant de personnes. Des centaines de personnes vinrent lui rendre hommage, des familles qu'elle avait aidées aux autorités locales qui reconnaissaient son impact social. Pendant les obsèques, Anaïs demanda à parler. « Ma grand-mère disait toujours qu'on ne meurt pas tant que quelqu'un se souvient de nous avec amour. Vu le nombre de personnes ici aujourd'hui et tout ce qu'elle nous a appris, je sais qu'elle vivra pour toujours. » Xavier prit la main de sa fille, ressentant sa propre douleur face à la perte, mais aussi une profonde gratitude d'avoir eu Geneviève dans sa vie si longtemps. « Papa, tu promets que nous allons continuer son travail ?» murmura Anaïs. « Je te le promets, ma fille, c'est ce qu'elle aurait voulu que nous fassions. » Les mois suivant le départ de Geneviève, la famille s'unit encore plus. Xavier assuma naturellement le rôle de patriarche. Anaïs intensifia son travail social et Lucie décida de faire un master en politique publique pour élargir son impact sur la société. Nous avons réalisé que même avec le départ de grand-mère, notre mission reste la même, commenta Lucie lors d'un dîner de famille. C'est parce qu'elle nous a bien appris, répondit Anaïs. Le travail d'amour ne s'arrête jamais, et maintenant nous avons la petite espérance pour continuer la tradition familiale d'aider ceux qui en ont besoin, ajouta Xavier en regardant sa petite fille de 2 ans qui jouait par terre. 1 an après le départ de Geneviève, Xavier prit une décision importante. Il décida d'écrire un livre racontant toute l'histoire de la famille, depuis cette rencontre sur la place de la Concorde jusqu'à nos jours. « Pourquoi veux-tu écrire un livre, papa ?» demanda Anaïs. « Pour que notre histoire puisse atteindre des personnes que nous ne connaîtrons jamais personnellement, pour que le message de grand-mère Geneviève puisse se diffuser encore plus. » « Et quel sera le titre ?» Xavier sourit. « Puis-je prier pour vous ?» L'histoire de comment une prière a tout changé. Ça a tout changé. Le livre prit 2 ans à écrire et à éditer. Xavier fut aidé par Anaïs pour se souvenir des détails, par Lucie pour relire les chapitres et par ses autres enfants pour le soutien émotionnel pendant le processus. Lorsque le livre fut lancé, il eut une répercussion bien plus grande qu'il ne l'espérait. Il devint un best-seller national, fut traduit dans d'autres langues et généra des invitations à donner des conférences dans tout le pays. « Papa, tu es devenu un écrivain célèbre », plaisanta Anaïs lors du lancement officiel du livre. « Je suis devenu un conteur d'histoires. La différence, c'est que je n'ai qu'une histoire à raconter, mais c'est une histoire qui mérite d'être racontée. » Lors d'une interview télévisée sur le livre, le présentateur posa une question à laquelle Xavier ne s'attendait pas. « Xavier, si vous pouviez remonter le temps et éviter toute la crise qui a mené à votre licenciement, le feriez-vous » Xavier réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Non, définitivement non. Pourquoi ? Ne souffririez-vous pas moins ? Je souffrirais moins mais j'apprendrais aussi moins, j'aimerais moins et j'aiderais moins de gens.
La souffrance m'a appris la compassion. La perte m'a appris la gratitude. L'humilité m'a appris ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Les vraies relations, le but de la vie et la capacité de faire une différence positive dans la vie d'autres personnes. Après l'interview, Xavier reçut des milliers de messages de lecteurs qui avaient été touchés par le livre. Des personnes racontant leurs propres histoires de dépassement, d'autres demandant des conseils, certaines offrant de l'aide pour les actions sociales de la famille. « Papa, regarde », dit Anaïs en montrant une des lettres. Cette dame de Marseille a dit qu'après avoir lu notre livre, elle a décidé d'adopter un enfant qui était au foyer depuis des années. Et ce jeune homme de Bordeaux a créé une organisation pour aider les sans-abri, inspirée par notre histoire, ajouta Lucie. Xavier lisait les messages avec émotion, réalisant que son histoire était devenue un catalyseur pour des actes de bonté dans tout le pays. 5 ans après le lancement du livre, Xavier préparait une nouvelle conférence quand il reçut un appel qui l'émut profondément. « Monsieur Xavier, nous sommes de la Société de production audiovisuelle internationale. Nous aimerions adapter votre histoire pour une série télévisée. » Une série? Oui, nous pensons que votre message peut toucher des millions de personnes à travers la télévision. Xavier discuta de la proposition avec la famille. Tous furent d'accord que ce serait une opportunité d'élargir encore plus l'impact du message. Mais il y a une condition, dit Anaïs. La série doit être fidèle au message réel de l'histoire. Elle ne peut pas devenir un mélodrame bon marché. Je suis d'accord, dit Xavier. Si notre histoire doit être racontée, qu'elle le soit bien. La série « Une prière sur la place de la Concorde » fut diffusée 2 ans plus tard et devint un phénomène national. Des familles entières se réunissaient pour la regarder. Les écoles promouvaient des débats sur les thèmes abordés et les organisations sociales signalèrent une augmentation significative du nombre de bénévoles. « Papa, tu te rends compte que nous sommes devenus des personnages de fiction ?» plaisanta Anaïs lors de la première de la série. « Nous ne sommes pas de la fiction. Nous sommes un exemple que la vraie vie peut être plus intéressante que n'importe quelle fiction et plus belle aussi. » Pendant la diffusion de la série, Xavier continua son travail social, désormais à portée nationale. Il créa une fondation qui mettait en relation des personnes désireuses d'aider avec des familles dans le besoin, suivant le modèle qui avait si bien fonctionné à Lyon. Anaïs élargit son cabinet, offrant des thérapies gratuites aux familles à faible revenu. Lucie devint conseillère municipale en politique sociale, mettant en œuvre des programmes inspirés de l'expérience de sa propre famille. « Vous savez quelle est ma plus grande joie ?» dit Xavier lors d'une réunion de famille pour le 6e anniversaire de la petite Espérance. « Laquelle, grand-père ?» demanda la fillette, qui démontrait déjà la même sensibilité sociale de la famille. « Ma plus grande joie est de voir que vous avez appris que le vrai bonheur vient de rendre les autres heureux. »« Et quelle est votre plus grande gratitude ?» demanda Lucie. Xavier regarda autour de la table, voyant toutes les personnes qu'il aimait le plus réunies. Anaïs avec son mari et sa fille, Lucie avec le petit ami qu'elle avait présenté récemment, Alexandre et Justine avec leur famille, et même quelques personnes supplémentaires qui étaient devenues de la famille au fil des ans. Ma plus grande gratitude est pour cet après-midi sur la place de la Concorde, quand une petite fille a offert une prière à un étranger désespéré. Sans cette prière, rien de tout cela n'existerait. Et tu sais quelle est ma plus grande gratitude ? dit Anaïs. Laquelle, ma petite ? C'est parce que tu as accepté ma prière. Beaucoup de gens auraient ignoré une fillette des rues, mais tu t'es arrêtée et tu as écouté. Cela a tout changé. Espérance, qui avait écouté la conversation avec l'attention typique des enfants, leva sa petite main. « Grand-père, je peux faire une prière pour toi aussi ?» Xavier sentit ses yeux se remplir de larmes, se souvenant d'un autre moment, presque 30 ans plus tôt, lorsqu'une autre fillette avait posé la même question. « Bien sûr que tu peux, ma petite fille. » Espérance ferma ses petits yeux et murmura une prière simple, demandant protection et bonheur pour son grand-père et pour toute la famille. Quand elle eut terminé, Xavier la prit dans ses bras et lui murmura à l'oreille « Merci, Espérance. Ta prière est déjà exaucée. » « Comment le savez-vous, grand-père ? Parce que je suis entouré de tout ce qu'une prière peut apporter. Amour, famille, but et espoir. » La fillette sourit et serra son grand-père dans ses bras, sans savoir qu'elle perpétuait une tradition qui avait commencé des décennies plus tôt et qui continuerait pour de nombreuses générations futures. Cette nuit-là, Xavier resta éveillé, pensant à la façon dont sa vie s'était transformée depuis ce jour désespérant sur la place de la Concorde. D'un homme ruiné et seul, il était devenu le centre d'une famille aimante et d'un réseau de solidarité qui impactait des centaines de vies. Mais plus important que tout cela, il avait appris que la vraie richesse ne se mesure pas par des chiffres sur un compte bancaire,
mais par le nombre de vies touchées positivement, par la profondeur des relations construites et par la certitude que son existence avait fait une différence dans le monde. En regardant les étoiles par la fenêtre, Xavier murmura une prière de gratitude, non pas d'avoir récupéré ce qu'il avait perdu, mais d'avoir découvert ce qu'il n'avait jamais su qu'il existait. Une famille choisie par le cœur, un but plus grand que lui-même, et la certitude que de petits gestes d'amour peuvent littéralement changer le monde. Et quelque part, être sur une place, dans une rue, dans un hôpital ou dans un foyer, une autre personne désespérée était sur le point de trouver sa propre Anaïs, quelqu'un qui offrirait exactement ce dont elle avait besoin pour recommencer, un simple geste de compassion humaine qui ouvrirait la porte à une vie complètement nouvelle. L'histoire continue de se multiplier en d'infinies variations, mais toujours avec le même noyau essentiel, le pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel et de la solidarité humaine. Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire de dépassement et d'amour. Xavier a-t-il pris la bonne décision en choisissant sa nouvelle famille plutôt que d'essayer de reconstruire son ancienne vie? Quel moment a le plus touché votre cœur? Laissez votre avis sincère dans les commentaires. Nous serions ravis de savoir ce que vous avez ressenti, et si cette histoire vous a inspiré de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes comme celle-ci. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin.